Coucou tout le monde, c'est Aimé, bienvenue sur la ruche. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation de liste et effectivement, on va parler d'autre chose que des tyrannides aujourd'hui. Alors tout simplement, pourquoi? Alors déjà parce que la liste que je vais vous présenter, c'est une liste World Eater, mais ça cache quelque chose d'un peu plus profond au niveau de ma pratique du jeu. Tout simplement parce que, bon, pour les gens qui suivent la chaîne, vous avez peut-être senti un petit peu de une excitation entre guillemets à demi-teinte sur les tyrannides depuis le début de cette V10. Alors déjà, la première des choses, c'est que le codex tyrannide est arrivé très tôt dans la version, donc on peut s'attendre à assez peu de suivi maintenant. J'en veux pour preuve les Necrons en V9 ou la Dead Guard en V8. En général, l'armée qui apparaît, qui accompagne en tout cas la sortie avec l'Espèce Marine est souvent une armée qui derrière n'est pas très suivie. L'Espèce Marine, tout au long d'une version, ils obtiennent de nouvelles Dalachi, de nouvelles figurines, c'est quelque chose d'assez commun. Là où les tyrannides en général, dans leur rôle d'opposants, entre guillemets, d'antagonistes de cette version, sont souvent un petit peu les faire-valoir d'Espèce Marine pour vendre en fait du Space Marine. Même s'il est à noter qu'ici, dans cette V10, on a quand même une grosse mise en avant des tyrannides avec une présentation priorité donnée aux tyrannides, etc. La sortie du codex qui a été avant le codex Space Marine, donc voilà, les tyrannides ont été bien traités, il y a eu énormément de figurines, probablement plus d'ailleurs que le Necron, qui avait quand même beaucoup de personnages. Là on a eu quand même pas mal de refonte réellement, donc moi je suis hyper contente de la sortie au niveau de cette version de l'armée, qui a été entièrement remodernisée, avec aucun kit en résine désormais. Enfin voilà, c'est génial. Maintenant, ce qui fâche, c'est que je pense que le codex tyrannide dès ce qu'il est, et que malheureusement, cette armée me déçoit. En fait, je vais être très clair avec vous, ça va sans doute être un peu brutal, je suis quelqu'un qui a tendance à parler un peu vrai. Je déteste ce codex. Pourquoi? Alors, c'est pas qu'il est mauvais, déjà. Le codex tyrannide aussi aux alentours des 50% de win rate, ce qui est tout à fait correct et ce qui en général me plaît beaucoup, parce que moi j'aime pas trop jouer des armées trop fortes, où on se sent un peu porté pour avoir fait l'expérience en V9 avec le codex tyrannide. Je trouve que quand le codex est trop fort, on a tendance un petit peu à déjouer et parfois un peu à régresser dans son niveau de jeu, parce que finalement il n'y a plus de challenge, il suffit de jouer correctement pour gagner. Donc en fait on perd des précisions, des petits mouvements qui nous auraient permis de faire la différence, on n'a plus besoin de les faire, et donc on s'en affranchit un petit peu. Donc moi j'aime bien tout simplement avoir un codex de milieu de tableau qui s'en sort au talent entre guillemets. Et en fait, ce qui me gêne beaucoup dans ce codex aujourd'hui, et pourquoi je parle du codex, c'est que pour moi, voilà, l'ADN tyrannide pour la V10 est tracé, qu'il n'y aura pas de grande évolution malgré ces 6 détachements. D'ailleurs, on pourra en parler un petit peu de ces 6 détachements, mais pour moi, ils n'apportent pas une énorme rejouabilité au codex. On joue toujours un petit peu de la même manière, à savoir cibler le primaire adverse, et ensuite capitaliser sur sa facilité à scorer le secondaire pour faire la différence, avec des unités comme les gargouilles, ce genre de choses. Et donc c'est quand même, moi je trouve, un peu dommage, parce que ça ne correspond pas en fait à mon profil de joueuse. Alors ça c'est assez important, moi j'en suis convaincu. Les gens ont chacun individuellement une manière de jouer. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont être plutôt offensifs, et d'autres plutôt défensifs. D'autres qui vont plutôt préférer jouer en réaction de leur adversaire pour sanctionner les erreurs, ou d'autres qui vont justement aimer prendre l'initiative sur le champ de bataille pour en emporter la décision. Moi je le sais, je me classe très clairement dans les gens qui ont besoin de jouer nerveusement, de prendre des initiatives, de dicter un petit peu le tempo de la partie. Et malheureusement, je pense que le codex tyrannide d'aujourd'hui ne m'offre pas les moyens de m'épanouir là-dedans. Et c'est pour ça d'ailleurs que finalement, même si j'ai pas d'erreur méritée avec ce codex tyrannide, en fait j'ai pas performé outre mesure avec, alors que le codex était somme toute relativement correct. Ensuite, au niveau de tout ça, la réalité c'est que je me suis aperçu que dans ce jeu, je ne m'amusais plus. C'est-à-dire que je jouais tyrannide parce que j'aimais les figurines, mais qu'en partie je ne m'amusais pas parce que l'armée ne me plaisait pas. J'ai essayé franchement toutes les flottes ruches, sauf Swarm, parce que Swarm je sais que je n'aimerais pas, ça manque vraiment clairement de létalité pour me plaire, mais la réalité c'est que je trouve que c'est toujours la même saveur, on n'a pas l'impression de jouer une nouvelle armée, c'est très surprenant. Je vais accepter peut-être le Vanguard qui a cet aspect un petit peu nerveux, avec des guerriers, des Genestealers qui sont extrêmement véloces, mais la réalité c'est quoi? C'est que je trouve que ça manque clairement d'impact. Alors vous avez des Genestealers à force 4,
c'est devenu la Force 4 une valeur de force très faible aujourd'hui. La plupart des châssis ont minimum endurance 8 ou 9, ce qui veut dire qu'avec une Force 4, vous blessez les châssis quels qu'ils soient sur du 6. L'infanterie d'élite, ou en tout cas l'infanterie moyenne aujourd'hui, est bien souvent équipée d'endurance 4 voire 5. L'endurance 3 est extrêmement faible. Donc en fait, les Genestealers qui sont censés être des unités de close spécialistes, et ben en fait malheureusement ne font pas leur travail. Et c'est un problème à mon sens parce que l'armée tyrannide développe un DPS sur les Battle Shock. Les Battle Shock c'est très bien, mais la réalité c'est quoi? C'est que ça reste un jet aléatoire et en plus bien souvent on est obligé de faire son tour complet avant de voir les effets réels du Battle Shock avec des unités comme par exemple les Screamers qui génèrent des Battle Shock en phase de tir, ou des unités comme le Parasite de Mortrex ou le Stratagème de Vanguard qui permettent de générer des Battle Shock. Le problème c'est que vous manquez de clairvoyance finalement dans l'utilisation de vos ressources. Et en ça, moi, ça me pose problème. Moi, j'aime avoir un jeu très stable. Et même si le style de jeu Vanguard me plaît bien, cet aléatoire sur l'espérance de létalité me posait problème. Donc, la réalité, c'est qu'avec Fracas, j'ai décidé de reléguer un petit peu mon armée de tyrannide en deuxième armée, de partir sur une autre armée qui me correspondrait davantage. Voilà, je ne vais pas rentrer vraiment dans tous les détails. Le but, c'était d'introduire la vidéo d'aujourd'hui, mais la réalité c'est ça, c'est que le tyrannide ne me plaît pas tel qu'il est aujourd'hui dans la V10, et je mets vraiment en garde là-dessus, c'est vraiment mon ressenti à moi. Je ne dis pas du tout que le codex tyrannide est mauvais, attention, il a des faiblesses, la létalité, mais il a d'énormes avantages par rapport au scoring, et par rapport au fait de deny les objectifs, les gargouilles sont excellentes. La réalité là-dedans, c'est que je ne m'amuse pas dans ce jeu avec les tyrannides. Donc c'est un peu traumatisant pour moi parce que c'est une armée que j'aime beaucoup, viscéralement presque, et en fait le fait qu'on ne retrouve pas cet ADN de voracité qui est présent dans le fleuve et qui m'a toujours moi beaucoup plu, ça me dérange, et malheureusement j'ai fait le choix de mettre de côté un peu cette armée jusqu'à ce qu'elle me plaise à nouveau. Donc j'avoue que j'ai peu d'espoir, j'espère me tromper, j'ai peu d'espoir parce que le codex étant sorti, j'ai peur que cet ADN ne change pas. Si je dois résumer ça un peu brutalement, si demain le codex tyrannide devient moins performant, et des buffs en points interviendront sans doute, mais ça ne réglera pas le problème d'avoir un impact. Je veux dire, si demain vous avez possiblement plus de Genestealers, les Genestealers individuellement ne feront pas le dégât que moi j'aurais aimé qu'ils fassent. Donc voilà, tout ça fait que c'est une armée qui me déçoit, et à force, ça fait quand même quasiment 4-5 mois que je joue quasiment tout le temps tyrannide, et je n'arrive pas à passer outre de ce sentiment entre guillemets un petit peu amer de me dire que je joue avec une armée qui ne me correspond pas. Donc voilà, donc la réalité c'est que j'ai décidé de jouer une autre armée, et c'est sans vous mentir les World Eaters. Donc c'est une armée que je vais vous présenter un petit peu sur la chaîne, un petit peu de la même manière que les tyrannides. Ma participation aux divers tournois, ce genre de choses. Je vois pas un énorme... c'est pas dramatique du tout pour la chaîne. Alors effectivement, la chaîne avait une identité tyrannide, mais je pense pas que ce soit dramatique de repasser sur une autre identité au niveau des World Eaters dans l'espèce. Parce que je pense qu'il y a des gens déjà qui suivent la chaîne parce qu'ils apprécient le format, et donc ils seront très contents de voir d'autres choses. Je pense qu'il y a des gens qui suivaient la chaîne sans forcément être joueurs tyrannide, il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Donc je pense qu'il y a des gens qui seront tout à fait à même de me suivre de la même manière qu'avec les tyrannides. Et de l'autre côté, il y a aussi des gens qui jouent World Eater qui sont du coup ravis de me voir évoluer avec ce codex. Au niveau de l'armée en elle-même, qu'est-ce que c'est? Déjà, World Eater, c'est une armée que moi je joue depuis pas mal de temps. Donc je joue, c'est toujours pareil. J'ai joué très très souvent tyrannide ces dernières années, depuis 5-6 ans. J'ai très peu joué mes autres armées, pourtant j'en ai d'autres. Mais les World Eaters, c'est une armée que je possède depuis un certain temps, avant même les tyrannides en fait, parce que c'est une armée que j'ai depuis 2015-2016, à l'époque de la boîte Betrayal of Skulls, qui est une boîte russe hérésie, avec les armures Iron Armor, je crois. Et en fait, j'avais constitué une armée pour 30k, et faute d'adversaire, c'est une armée qui s'est transformée petit à petit en armée Space Marine. Space Marine soit joué en Space Marine du chaos, ou bien joué en Space Marine normale, dans un milieu très amical à l'époque sur Angers.
où je n'ai pas du tout dans le compétitif. Mais voilà, c'est une armée que j'avais déjà. J'avais mes World Eaters blancs et bleus, à l'image de leur schéma pré-hérésie. Donc voilà, c'est une armée que j'avais, basée sur du petit Marines, évidemment. Et à l'arrivée de la V8, j'ai revendu cette armée, parce que c'est vrai que bon, quand on a des Primaris à côté, ça devient un petit peu ridicule. Et c'est une armée que j'ai plus ou moins suivie de loin, en achetant quelques boîtes de Primaris pour avoir en fait une armée World Eater, mais basée sur du châssis plus ou moins de figurines de Primaris. À titre d'exemple, ce sont des intercesseurs d'assaut, mes berserks convertis, hein, vous aurez sans doute quelques images que je vous ferai partager de mes figurines, mais clairement l'armée est complètement convertie, mais on est clairement dans un schéma loyaliste, par loyaliste des World Eaters, donc on est quand même dans quelque chose d'assez brutal. Mais si je devais mettre mon armée hobby, entre guillemets, dans une échelle de temps, ce serait les World Eaters juste avant Scalatrax, donc la bataille contre les Empereurs Children, où les World Eaters étaient menés par Karn, et c'est là où il a gagné son nom de Félon. Bon, je ne vous spoil pas, les gens connaissent cette histoire. Donc voilà, c'est postérieurement à l'hérésie d'Horus, postérieurement au siège de Terra. Donc on est clairement dans du chaos, mais on est dans du chaos encore pas complètement possédé par des démons, ce genre de choses. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Tout simplement parce que j'aime pas trop les figurines du chaos avec les mutations. Donc j'ai préféré garder une ADN un petit peu humaine sur mes figurines. Donc ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est que dans une première partie, je vais vous présenter la liste, pourquoi je l'ai construite, qu'est-ce que j'en pense, et ensuite dans un deuxième temps, on verra ma participation à un tournoi, donc le tournoi des MGWA, qui est une association du côté de Cergy, nouvelle association qui a eu un petit stand-by, une petite période d'interruption dans ses activités, qui a repris récemment. Donc là encore, si vous êtes du côté de Cergy, dans les Yvelines, donc là c'est 1095 d'ailleurs, donc plutôt Val d'Oise, voilà, vous pouvez les solliciter pour pouvoir, voilà, je sais pas trop comment ça fonctionne au quotidien, mais en tout cas ils ont relancé une activité de tournoi, donc ça c'est quand même très cool, et donc ça va permettre voilà, de faire un petit tournoi du côté de Cergy maintenant sans avoir à passer sur Paris. L'autre avantage, c'est que c'est un tournoi sur 2 jours, donc sur 5 rondes. Donc, je vous ai déjà parlé de mon goût pour ces tournois à 5 rondes. Donc on le verra ensuite dans un deuxième temps, en deuxième partie de vidéo, là, le retexte de ce tournoi. On va donc maintenant parler des World Eaters en eux-mêmes, ce qui m'a plu chez eux, etc. Donc déjà au niveau de cette armée, moi c'est une armée que j'ai vue apparaître à l'époque du Khorne Demon King, donc c'était en V7 je crois, une alliance entre les démons et les Space Marine World Eater réellement. Une armée que j'avais un petit peu jouée mais pas trop parce que ça poussait vraiment à jouer du démon et moi j'étais vraiment encore sur une armée très basée sur du Space Marine de base. J'ai vraiment réussi à m'intéresser à cette armée en V9 finalement quand le codex est sorti, qui était vraiment une identité particulière. Avec son style de jeu très agressif, son scoring un petit peu facile, mais en tout cas une notion d'armée qui se jouait de manière très agressive, très brutale, etc. Qui me plaisait moi pas trop d'ailleurs, parce que c'était une armée un peu trop mononeurone à mon sens, on jouait que le close, c'était un peu dommage. Là où le Tyrannide avait vraiment la chance d'avoir 3 phases sur lesquelles s'épanouir, donc ça me plaisait quand même beaucoup mieux. Donc c'est une armée que j'ai très peu joué en V9, je crois que j'ai fait qu'un seul tournoi avec. Et globalement, voilà, j'avais constitué mon armée à peu près au moment de la sortie du Codex World Eater en V9, avec l'ajout cette fois de figurines comme des Hellbound qui sont pour mon armée basées sur des Gravis, et également des conversions à partir des Red Butcher Forge World, enfin ce genre de choses. Donc j'avais vraiment construit mon armée à ce moment-là, au moment de la sortie du Codex V9. Et à l'arrivée du codex V10, enfin du codex, de l'index V10 en tout cas, je m'étais posé la question sérieusement, parce que effectivement le Tyrannide déjà me plaisait pas trop à l'époque, donc je vais chercher une autre armée, une autre alternative, déjà par exemple pour les championnats du monde. Il se trouve que l'armée était à mon sens encore un peu trop balbutiante en termes de coups en point, il y avait vraiment des choses qui n'étaient pas normales. Je me souviens des packs d'Hellbound qui étaient monstrueusement chers de mémoire pour ce qu'ils faisaient. Donc voilà, je m'étais dit je vais rester sur les Tyrannides, ça me paraît quand même un peu plus stable. Et je pense que l'avenir m'a donné raison, il n'y avait aucun World Eater au championnat du monde cet été.
Maintenant que la fac est passée, en revanche, là, on a quelque chose de vraiment sérieux maintenant, de plutôt fort d'ailleurs, hein, objectivement. Mais moi, ce qui me plaît bien dans cette armée, c'est vraiment la faculté d'avoir. Alors, on joue réellement qu'une seule phase, c'est effectivement la phase de corps à corps, mais bon, le Tyrannide a perdu sa phase de psy, comme toutes les armées psychiques, donc déjà la différence entre les deux armées me paraît plus aussi énorme qu'avant. Et en fait, le World Eater a accès à des stratagèmes comme les grenades, par exemple, ou les impacts de chars, ou ce genre de choses, qui donnent quand même une certaine forme de létalité, ou en tout cas qui donnent un intérêt à jouer un peu pendant la phase de tir, etc. Parce que le Tyrannide n'a pas, en fait, n'a pas accès à ces stratagèmes grenades, ces stratagèmes de tank shock, ce genre de choses qui sont pour moi quand même dramatiques, je trouve, dans une version, de ne pas avoir accès à un corps rule de stratagèmes un petit peu générique. Donc voilà, je trouve que le World Eater aujourd'hui, sous son visage d'armée monophase, bah, finalement, on a quand même une vraie phase de co avec des vrais choix, des décisions à prendre sur les stratagèmes également. Donc je trouve qu'il y a vraiment une complexité de jeu qui est intéressante. Donc voilà, l'armée m'a beaucoup plu dans mes premiers tests, en tout cas me semblait me correspondre davantage. D'autant plus que c'est une armée qui se joue clairement sur la nervosité. Là, on a très peu de facultés à scorer le secondaire, mais on score le secondaire en tapant l'adversaire, et donc moi ça me plaît bien. Et globalement, je trouve que l'armée me correspond vraiment, c'est-à-dire que pour gagner avec le World Eater, il faut prendre des initiatives, il faut aller au contact, ce qui n'était pas le cas du tout avec les Tyrannides, c'était même plutôt l'inverse. Au niveau des Blessings of Khorne, donc qui sont la règle d'armée, c'est un lancer de dés, vous lancez 8 dés, et puis en fonction des résultats, vous allez pouvoir acquérir des effets pendant le round jusqu'à un maximum de 3, et on verra, il y a un stratagème qui permet d'en avoir un troisième. Déjà, moi, première chose, c'est que je trouve que c'est déjà très stable en fait, parce qu'en fait, quand vous lancez 8 dés, bah, mathématiquement, vous avez soit un triple, soit un double. Donc, vous pouvez quasiment toujours partir sur des choses où vous êtes sûr à 100% de pouvoir les obtenir, à savoir le plus de moves, le film open, le taper en mourant, etc. Donc, globalement, on a des outils dans le codex pour pouvoir relancer les jets, ce qui vont vous permettre d'avoir normalement assez stablement les advanced charges, qui est la chose la plus dure à obtenir dans ce tableau. Donc déjà, il n'y a pas d'aléatoire réellement là-dedans. Alors il y a toujours de l'aléatoire, on lance des dés, mais l'aléatoire est extrêmement lissé et on a les outils pour le fiabiliser. Donc là, c'est pas du tout quelque chose qui est aléatoire. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment choisir en connaissance de cause avant de bouger aucune figurine. Enfin, quelle que soit la figurine qui bouge, que ce soit votre tour ou celui de l'adversaire, vous aurez pris l'information et vous l'aurez jusqu'à la fin du round. Et ça, c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup à ce niveau-là, pour pouvoir vraiment baser ma stratégie sur un plan concret. Voilà. Donc, cette première règle d'armée me plaît beaucoup. En plus, on a clairement des effets qui sont extrêmement bons. Le plus de move est très bon, l'advance charge est excellent. Le Lethality Sustainite est également un gros apport de létalité. Le Fin Open est très bon. Le Fight on Death est aussi intéressant sur certains match-ups, même si c'est sur du 4+, quand vous avez toute l'armée qui fight on death sur du 4+, bah, vous avez 50% de votre armée qui tape en mourant, donc c'est quand même assez brutal sur des match-ups de corps à corps. Donc moi je trouve que ces règles-là est vraiment très bonne, et le côté lisible de ces effets me séduit pas mal. Ensuite, au niveau des règles de détachement, là aussi c'est simple et efficace, on est clairement puissant en force, puissant en attaque quand on charge. Donc ça va clairement dans l'ADN de l'armée, à savoir faire du rentre-dedans. Moi ça me va très bien, clairement, une règle d'armée simple, efficace, qui synergise, bah, ça me paraît nettement mieux en fait que des règles un petit peu compliquées à mettre en place, via des effets qui sont parfois un petit peu douteux. Par exemple, la règle par exemple, le détachement Nexus, qui est très bien. Ben en fait, l'effet, il n'est pas garanti à 100%. L'invue à 5, parfois, ça ne sert à rien. Le plus 1 touche, c'est toujours utile. Et enfin, le plus en advance et en charge, dans une armée qui n'a pas d'advance et charge, ou très peu, c'est quand même très anecdotique. Donc là, on a une règle simple, efficace, mais qui fonctionne tout de suite. Et donc moi, ça me va bien, qui synergise très bien l'armée, parce qu'un gain d'attaque, c'est tout de suite de l'ordre de 20-25% de létalité en plus, qui est quand même loin d'être anecdotique. Et en plus, le puissant en force, bah, dans cette armée, alors ça peut paraître rien, un puissant en force, mais dans cette armée, c'est souvent des choses qui vont vous permettre d'atteindre des paliers. J'en veux pour preuve, par exemple, pour ce qui est des Exalted Headboon, quand ils vont taper à force 7, et ben en fait, vous pouvez blesser des véhicules sur du K+, on le verra. Même s'ils auront du 12, par exemple. C'est notamment des choses qui sont assez structurantes dans le jeu.
Pareil, le berserker qui passe à force 6, ça blesse également, l'endurance 5 sur 2-3+, enfin le palier est vraiment intéressant, donc le gain est vraiment proportionnellement très impactant par rapport à ce que ça peut lui se laisser entendre un puissant en force dans une méta aujourd'hui où l'endurance est assez élevée, donc un gain de juste puissant en force, c'est pas toujours suffisant. Là, en général, ça vous permet de passer des paliers. Au niveau des stratagèmes, là encore, les stratagèmes sont très bons avec le glorieux massacre. Et ben là, c'est simplement, vous allez faire des tests de battle shock quand vous allez tuer des unités adverses. Enfin, vous allez tuer une unité adverse et des unités autour d'elle vont devoir faire des battle shock. C'est intéressant, honnêtement, à voir. Je trouve que les tests de battle shock faits pendant le tour adverse, enfin son propre tour, c'est souvent pas très intéressant. Donc il vaut mieux l'utiliser sur le tour adverse pour vraiment pouvoir avoir une temporalité plus importante. Mais il y a assez peu d'effets qui synergisent sur le battle shock réellement dans cette armée, donc c'est pas forcément hyper utile. Alors je dis pas que c'est inutile, ça peut avoir un intérêt, hein, notamment deux unités qui vous chargent, vous en tuez une, et puis du coup l'adversaire avait prévu de prendre le primaire, et ben en fait non, battle shock, et du coup tu rates ton primaire, et du coup c'est moi qui scorera et pas toi, du coup je garde l'objet, enfin, ça peut être intéressant, mais je trouve que c'est pas un stratagème qui s'utilise énormément. Le deuxième, lui, en revanche, est beaucoup mieux. C'est pour un PC un plus 1 à la blessure sur les unités personnages, monstres et véhicules. C'est extrêmement bon parce qu'en fait, aujourd'hui, les mots-clés se stackent sur les unités. Donc, bien souvent, les Death Star adverses ont un personnage inséré. Et donc, du coup, l'unité a le mot-clé personnage. Et donc, nécessairement, avoir un plus 1 à la blesse, c'est extrêmement intéressant. Par exemple, sur des guerriers Necrons, vous allez les blesser très facilement sur du 2+. Ou sur des escouades de Terminator ou d'agresseurs, enfin bref, il y a beaucoup d'unités dans le jeu qui ont des personnages, parce que ça augmente la capacité létale des unités, donc avoir un plus 1 blesse sur ces unités-là est intéressant. Évidemment, sur les monstres et véhicules qui ont des endurances hautes, c'est également très intéressant pour pouvoir passer assez facilement leur haute endurance. Le troisième stratagème, pour le dieu du sang, extrêmement bon, quand vous tuez une unité ennemie, vous choisissez une unité à vous et du coup vous faites un jet de bénédiction de cornes et vous allez pouvoir appliquer les effets en plus de ceux déjà activés sur toute l'armée. Donc l'utilisation, je vais envie de dire, massive de ce stratagème, vous avez le premier tour, vous prenez plus d'un mouvement, advance et charge, vous tuez une unité, pouf, et après vous passez en fin open pour le tour adverse. C'est l'effet le plus important à mon sens et le plus fort. Ça permet clairement de donner un gros punch de résistance pour encaisser le tour adverse. Vous pouvez l'utiliser aussi pour faire revenir en rond, on le verra pas trop dans cette liste parce que je ne joue pas en rond, mais c'est aussi une possibilité de générer des jets de Blessing of Corn pour pouvoir avoir les effets de retour dans rond ou ce genre de choses. Ensuite, Corne non accure, ça c'est un stratagème qui est intéressant pour réduire les dégâts de 1, alors uniquement en phase de combat. Mais là encore, alors il y a 2 PC et encore on n'a pas de récupération de PC. Donc attention, c'est très cher, mais honnêtement ça peut vraiment valoir la chandelle. Quand vous vous faites taper dessus par des unités avec du dégât 2 sur vos highboons ou ce genre de choses, avec les fin open, vous avez quand même vraiment moyen d'augmenter drastiquement la résistance de vos unités. Donc là encore, celui-là, il ne faut pas trop l'oublier parce qu'il peut changer drastiquement un trade adverse. L'offrande de sang, là, c'est très intéressant. Ça va vous permettre de conserver un objectif, en tout cas de virtuellement conserver un objectif, même si vous n'êtes plus dessus parce que votre unité est morte. Exemple, vous avez un paquet de berserk sur un objectif, l'unité de berserk se fait tuer, il n'y a pas d'ennemi sur l'objectif, pouf, un PC, l'objectif reste à vous. Ça vous permet de faire un différentiel de 5 points sur le primaire, ou un peu plus d'ailleurs, mais voilà, c'est vraiment un outil de jeu qui est intéressant et ça va très bien dans la macro de l'armée parce qu'en général, les adversaires n'ont pas trop envie de venir vers vous, ils ont plutôt envie de vous tuer à distance et de rester à distance. Donc en fait, s'il ne vient pas proche de vous, il ne reprendra pas l'objet. Donc c'est intéressant, je trouve, dans l'utilisation. C'est clairement ce stratagème s'utilise très régulièrement parce que c'est vraiment un stratagème qui donne une vraie profondeur macro à l'armée, je trouve. Et pour l'adversaire, c'est également assez dur à prendre en compte parce qu'il ne faut pas qu'il oublie que si vous tuez une unité sur un objet, en fait, il ne vous empêchera pas de scorer, il faudra qu'il soit dessus. Mais en même temps, s'il vient chez vous, vous vous rapprochez des autres énervés, des bonhommes rouges énervés qui vont vous foncer dessus. Donc voilà, c'est un choix un peu cornélien qui oblige l'adversaire à prendre des décisions parfois un petit peu risquées. Donc je trouve ça intéressant.
Enfin, dernier stratagème, mais franchement excellent, c'est une auto-advance à 6 dans un codex qui peut advance ses charges. Bon, il n'y a pas de mots, hein, c'est extrêmement bon. C'est ce qui rend d'ailleurs bien souvent la bénédiction advance ses charges un peu meilleure que le plus d'or mouvement, puisque la moyenne d'un des 6 c'est 3,5. En fait, si vous avez une advance ses charges sur toute votre armée, il vaut mieux en général faire une advance que prendre un plus 2 en mouvement uniquement. Sachant que là, vous avez l'allonge tout de suite à 6 qui oblige votre adversaire à le prendre également en compte, donc ça, entre guillemets, ça rend instable le game plan de votre adversaire. Là où, si vous ne pouvez pas advance ses charges, il a juste à mesurer votre mouvement plus vos 12 de charge et il s'affranchit de risque d'être contacté. Là, avec ça, il doit prendre en compte votre mouvement, votre advance à 6 et une charge. Donc c'est une variance qui est un peu plus importante. Donc voilà, on a vu les 6 stratagèmes rapidement. Très clairement, ils sont excellents. Moi, je trouve que c'est vraiment des stratagèmes qui me plaisent. Enfin, franchement, je vais essayer de pas trop faire de comparaison avec le Tyrannide, mais voilà, Tyrannide, on voit des stratagèmes où on a des plus 1 bless sur des tests de Battle Shock ratés. C'est quand même très aléatoire. Là, en fait, vous avez plus 1 bless gratuitement, automatiquement. C'est tellement plus stable et tellement plus agréable, je trouve, à jouer et moins frustrant que pour moi, il n'y avait juste pas photo, en fait. Alors oui, évidemment, le stratagème de Tyrannide auquel je pense, c'est l'attaque surprise. Il donne aussi un plus 1 touche. Ok, mais moi, je trouve que c'est quand même un peu dommage de ne pas avoir un peu plus de visibilité dans l'agression en poursuite des Tyrannides. Voilà, parenthèse fermée, mais en tout cas, tous ces stratagèmes-là me plaisent beaucoup. L'auto-advance à 6, la conservation du primaire, c'est également très bon. Donc, moi, j'aime beaucoup cette armée. Donc, voilà, on va la voir ensemble, l'armée que j'ai construite. Mais déjà, je vous ai fait un petit rappel de ce que faisait cette armée et pour moi, les gros atouts de celle-ci. On va maintenant parler de la liste à proprement parler. Donc, ma liste, elle se compose déjà de plusieurs personnages. Le premier personnage, c'est Karn le Félon. C'est un personnage qui tape correctement au close et qui buffe les unités qu'il rejoint. Donc, il va rejoindre des unités de Berserker. Et clairement, c'est un bon gars qui balance des gros pains dégâts 3. Donc, ça, c'est très intéressant pour éclater de l'élite en fait. Et buffer les Berserk parce qu'il leur accorde des rerolls D1 à la touche et 1 à la blesse. Et quand on a vu tout à l'heure des facultés de toucher à 3+, avoir une reroll D1 c'est toujours appréciable. On se rappelle que ça combotte aussi avec des létales ou des sustainits. Il a aussi une reroll des blesses, donc quand on a une faculté à blesser assez bien, c'est quand même sexy de voir des rerolls. De toute façon, les rerolls sont toujours bonnes à prendre. Et en plus, pour 80 points, le gars tape quand même bien. Il se paye le luxe en plus de taper en mourant automatiquement s'il meurt au corps à corps. Donc là aussi, franchement, une figurine qui est plutôt cool. Il a aussi un plasma dégâts 3, donc faut pas le négliger, il n'y aura pas de surchauffe en plus, donc franchement c'est un tiers dégâts 3 qu'on prend. Donc moi j'aime beaucoup Karn, en plus j'ai une petite conversion que j'aime beaucoup, donc clairement c'est une figurine que j'aime bien, le fluff est cool, donc moi j'aime beaucoup cette figurine. Ensuite, on a deux personnages sur Juggernaut qui ont plus ou moins la même utilité. Le premier, c'est le Lord Invocatus qui tape un peu au corps à corps et qui du coup donne du scout à 2 unités et lui-même. On verra tout à l'heure, le scout, ça vous permet de vous projeter avec certaines unités. Donc c'est vraiment intéressant et je trouve que c'est assez important finalement à avoir parce que ça vous permet soit de vous replacer si vous n'avez pas le tour 1 pour limiter des losses, ou à l'inverse, vous positionnez tout de suite pour gagner de la distance pour aller impacter l'adversaire. Le Lord sur Juggernaut possède la relique, le favori de Khorne, qui lui permet de relancer les jets de bénédiction. Pourquoi? Le but, c'est simplement de pouvoir fiabiliser cette advance et charge que je veux absolument avoir avec cette armée. Donc voilà, j'ai ce bonus pour pouvoir relancer, ce qui me permet normalement quasiment tout le temps d'avoir l'advance et charge à tous les tours. Ensuite, l'avantage de ces deux figurines que je vais étudier et vous présenter un petit peu conjointement, c'est que c'est des figurines de cavalerie qui bougent de 12, donc mouvement de 12 avec des charges possibles après une advance, c'est quand même extrêmement plaisant. C'est aussi des figurines en 2+ de save, et ça c'est extrêmement fort dans cette version, parce que ça veut dire qu'à couvert vous êtes à 1+, vous avez des invus à 4, donc là l'adversaire va devoir vraiment mettre des vraies ressources pour vous tuer, et même si leur côté létal est correct, notamment pour l'Invocatus, ces figurines-là sont à mon sens pas là pour ça, c'est plus des figurines qui vont avoir un intérêt à être placées sur les objectifs, une fois que votre armée est envoyée vers l'adversaire, parce que clairement vous n'avez pas envie de mettre des Highbound ou des berserkers pour tenir un objectif. Donc c'est bien plus intéressant de protéger ces objectifs avec ces figurines-là, qui sont quand même assez résistantes, qui ont tout à fait les capacités de détruire des unités adverses de scoring. On imagine très bien des 5 berserk, ou enfin 5 berserk, 5 Space Marines ou 5 Primaris ou 5 Scouts venir sur un objectif. Ces figurines-là sont tout à fait à même de s'en débarrasser, donc c'est des unités qui vont avoir
une certaine capacité à pouvoir garder les objectifs si on voulait qu'on teste. En plus de ça, bon, bah, c'est quand même des figurines qui tapent à dégâts 2, donc c'est toujours agréable, et qui en plus, pour ce qui est du Lord sur Juggernaut, d'avoir des touches d'impact. Donc quand il va impacter au close, il va en général faire des 3 mortels, donc c'est toujours ça de prix. Ces deux figurines-là ont le mot-clé grenade, donc là encore, c'est normalement stat 3 mortels en plus. Donc voilà, on commence à voir que ces figurines-là, mis bout à bout, elles font quand même assez vite du dégât. On se rappelle, sauvegarde à 2, donc c'est quand même assez solide. Donc moi j'aime bien ces unités-là pour la capacité d'électrons libres, d'être à la fois assez résistant et en même temps d'avoir la capacité de synergiser l'armée et en plus de pouvoir tenir les objectifs, etc. Dernier personnage, c'est le Master of Execution. Alors lui, il a la relique, le glaive berserk, qui transforme cette unité en machine à peindre, hein, clairement. Le gars a plus de... Quand il charge, il a une statistique de 8 attaques, dégâts 4, full reroll touche, full reroll bless sur les personnages, devastating wound. Bon, clairement, cette unité, précision. Donc clairement, cette figurine-là, intégrée dans une unité, ça va vous permettre d'éclater à peu près n'importe quoi avec. Clairement, les personnages disparaissent, hein, parce qu'avec le précision, le Devastating Wound, c'est vraiment insane. Quand vous passez des dégâts 4 ou voire 5, bon bah là, ça devient purement brutal, hein, vous détruisez tout en fait, hein, parce que, on se rappelle, hein, les plus simplesses, les létalites, les sustanites, on peut vraiment avoir une unité qui tape extrêmement fort. J'avoue que moi, j'étais pas prête, hein, quand j'ai commencé à jouer cette armée, je ne me rendais pas compte de la létalité de ce bonhomme. Mais clairement, moi j'ai vu cette figurine retourner des packs complets de Terminator d'Edguard avec une facilité déconcertante. Donc franchement, ce personnage est assez incroyable. Donc moi je l'aime beaucoup. Et il est né en mousse par contre, hein, il tank pas, il a 4 PV de Space Marine, donc c'est littéralement 2 Primaris en termes de résistance. Mais le gars tape comme un sourd, il donne le Fight First en plus à l'unité qu'il rejoint. Donc en plus quand l'adversaire va vous charger, faut pas qu'il oublie ça, parce que sinon il va disparaître. Et rappelez-vous, on l'intègre en général dans des berserks, et dans les berserks qui ont également un mouvement pendant la phase de tir adverse, quand on leur tire dessus. Donc vous pouvez aussi générer un Fight First de cette manière-là. Donc clairement l'unité est extrêmement bonne. Donc ça donne du gros punch pour ce qui est de Karn et du Master of Execution aux unités qu'il rejoint. Au niveau des battle lines, on est quand même dans quelque chose de traditionnel avec un petit pack de jackals. Clairement, les jackals, c'est du PV un petit peu tampon. C'est clairement les gardiens de but pour mon objet chez moi. Ils ont la capacité de conserver les objets une fois qu'ils sont capturés en phase de commandement. Donc une fois qu'on a pris son objet, si l'adversaire n'a pas de faible, on avance tout devant. Et puis on refait la même chose sur les autres objets pour continuer à envoyer des choses vers l'adversaire. Il faut bien imaginer qu'en World Eater, on n'a pas envie de rester derrière. On a envie d'envoyer ses ressources létales et limiter les unités qui conservent les objectifs dans notre zone de responsabilité, si j'ose dire. Ils sont également corrects au corps à corps, c'est pas déconnant. En tout cas, ça fera assez mal sur de l'endurance 4 ou 3, parce que ça fait quand même pas mal d'attaques, à force 4, 5, il y a quelques dégâts multiples. Donc en plus, c'est une unité qui... Alors vous ne tuerez pas grand chose avec, mais ça a largement la possibilité de sortir des petites unités de scoring adverse de manière assez correcte. Ça a des pistolets, enfin voilà. C'est une unité qui est correcte, je trouve, pour son prix. Clairement, c'est l'unité de backline pour tenir son objet en première partie de partie. Ensuite, on enchaîne sur 3 escouades de berserkers. Alors, il y en a une de 10 et 2 de 5. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que je veux avoir un peu la possibilité de varier mes trades. C'est-à-dire que si j'ai besoin de détruire de grosses menaces, j'aurai mon pack de 10 qui sera rejoint par un personnage pour vraiment avoir une grosse force de frappe. Et si j'ai besoin... si je suis opposé à un adversaire qui joue plutôt du MSU, à ce moment-là, j'ai pas besoin d'avoir vraiment un personnage dans le pack de 10, donc je vais laisser ce pack de 10 de manière indépendante. Dans un rhino, on le verra, mes 20 berserks sont embarqués dans des rhinos, et donc on a ces deux MVP, entre guillemets, qui vont avancer sur le champ de bataille et pouvoir délivrer des gars au C2 qui vont pouvoir contester les objets et surtout détruire l'adversaire, parce que le berserk, ça tape assez fort. Donc voilà, je peux avoir Karn dans un pack de 5, le Master of Execution dans un pack de 5, et les squads de 10 seuls, ou alors un des personnages qui rejoint les squads de 10 pour un gros impact au close, et les packs de berserk qui seront plus là pour chasser le MSU adverse, etc. Au niveau de cette unité, elle est quand même assez létale, parce que déjà, on a des pistolets plasma qui sont gratuits, donc on prend, là encore, moi j'ai pas l'habitude des équipements utiles gratuits en tyrannite, donc je prends clairement les pistolets plasma qui sont force 7, franchement on prend, même sans surchauffe.
La grosse hache l'éviscérateur est quand même sympa, parce que c'est des attaques force 9 en charge, hein, dégâts 2, donc là encore, le pack de 10 envoie 8 attaques comme ça. Donc c'est quand même assez cool d'avoir ces dégâts multiples dans un pack avec de la saturation. Donc voilà, le pack de Berserk est quand même très bien, il a le mot-clé grenade, hein, lui aussi, donc pareil, on peut tout à fait balancer des grenades avant de charger, en plus de tirer après, donc vraiment l'unité est très correcte, c'est une très bonne ligne je trouve en World Eater. Donc à ce niveau-là, moi je trouve que c'est des unités intéressantes qui en plus ont la faculté de, quand on leur tire dessus et qu'on tue des gens, de rebouger, et c'est un mouvement d'un des 6, donc l'adversaire est obligé de le prendre en compte. Il ne peut pas se permettre d'avancer ces unités trop proches de vos unités de berserk et de leur tirer dessus et de les louper, parce que bien souvent vous arrivez en contact derrière, et vu que vous êtes par définition pendant le tour adverse, et ben en fait vous tapez normalement, puisque vous n'êtes pas considéré comme ayant chargé, attention, mais du coup vous tapez avant, puisque vous êtes en fight normally, donc l'alternance se fait par le genre dont c'est pas le tour, donc en général ça sera vous. Donc là encore, les squads de berserk, ça peut piquer un peu si le gars ne l'a pas pris en compte, qui a envoyé des escouades de scoring pour reprendre l'objet, vous tire dessus, vous loupe et vous rentrez dedans. Ça peut être assez marrant, en tout cas c'est assez sympa à jouer, moi ça je trouve que c'est des mécaniques qui sont rafraîchissantes et avec lesquelles je suis assez à l'aise personnellement, j'aime bien ce style de jeu, donc ça me plaît bien. Les 2 rhinos, on n'en parle pas, hein, ils sont là pour véhiculer les escouades de berserk. Et ensuite, on passe au gros de la liste avec les 5 packs de Heibound. Alors, les Heibound, c'est les espèces de berserkers d'élite. Il y en a 2 packs. Il y a un pack de 2 Heibound normaux, donc avec des 3 bonhommes dedans. Donc, cette unité, moi, je l'aime bien. Déjà parce qu'elle a un scout de série, c'est-à-dire que le scout est inclus dans la datasheet. Il n'y a pas besoin d'avoir l'invocatus qui leur donne. Donc, c'est 2 unités qui vont pouvoir bouger automatiquement avant le premier tour pour prendre des positions favorables. Au niveau du corps à corps, en charge, on est quand même sur 7 attaques, force 6, PA-2, dégâts 2 par bonhomme. En plus de ça, le champion est dégâts 3, donc là on a quand même une unité qui est tout à fait à même d'éclater l'infanterie d'élite adverse. En plus de ça, il génère autour d'eux une bulle de reroll D1 à la blesse, donc là encore franchement on prend. Ils n'ont pas de field open de base, à la différence de leurs copains Exalted, mais 3 PV avec un field open à 6 quand on a la bénédiction, c'est quand même assez solide. C'est une unité qui est un peu chère, pour vrai que l'unité est chère. Bon, après c'est normal, hein, vous bougez 9, potentiellement 11 avec le plus de mouvement, elle vend ses charges, coûte. Enfin, c'est clairement une unité qui a une portée de menace assez insane. Si vous avez le tour 1, vous bougez littéralement de 23. Si vous ne l'avez pas, vous bougez de 17 de manière stable, en payant un PC avec l'Advance à 6. Donc c'est des unités qui ont des projections extraordinaires et qui donc pareil, là aussi c'est très sympa à jouer. Vous avez vraiment des projections très stables qui vont vraiment, vous pouvez, voilà, dès votre plan de jeu, vous savez où vos figurines vont finir peut-être pas le tour, mais en tout cas au moins jusqu'à la phase de charge, vous savez où vos unités vont être. Et ça c'est quand même assez plaisant. Donc voilà, les 2 escouades de Heibound, moi j'aime bien parce que c'est de la grosse saturation. Pareil, la saturation, dégâts 2, on se dit ouais, ok, mais en fait, le dégât 2, on prend parce que même si vous tuez des figurines à 1 PV, et en fait, le dégât 2 fait que vous absorbez nettement mieux les field open adverses. Donc là encore, le fait d'avoir du dégât 2 en saturation de série sur quasiment toute l'armée, je trouve que c'est quand même très précieux, et donc les Heibound, moi pour ça, je les trouve sympas. Ensuite, on a 3 packs de 3 Exalted Heibound. Donc les Heibound Exalted sont à peu près les mêmes, sauf qu'ils ont un field open de série de 6, qui veut dire qu'ils passent à 5 quand vous avez claqué le field open à 5. Donc là, clairement, on a des unités quand même assez résistantes. 3 PV field open à 5. Rappelez-vous, on peut leur mettre moins 1 dégât. Donc bon, ça devient des choses assez sérieuses en termes de résistance. Au niveau du close, on est sur 6 attaques, force 7, PA-2, dégâts 2, sur du 2+. Donc là aussi, pareil, pour gérer la masse, ça se fait. Et en plus, ces gars-là ont une deuxième arme qu'ils peuvent utiliser, qui va faire 4 attaques par mec, de force 15, PA-3, dégâts 2. Donc là, pareil, de la force 15 sur des unités d'infanterie, moi je découvre, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc clairement, c'est très très agréable de pouvoir éclater avec 3 bonhommes comme ça, un petit IK de manière assez stable, quitte à payer un petit PC pour blesser à 2+. Mais l'unité a en plus une faculté qui me paraît quand même très bonne, alors c'est pas stable, mais qui est extrêmement bonne, c'est celle d'empêcher les désengagements adverses quand vous êtes engagé à 6 pas de. Donc en fait, ces unités-là, elles sont extrêmement bonnes pour aller impacter la ligne adverse, notamment les lignes d'armée de tir. Vous l'impactez, et puis l'adversaire, s'il veut désengager, il doit faire un battle shock. S'il le réussit, tant mieux. S'il le rate, en fait, il reste engagé avec vous, et dans ce cas-là, vous allez taper avant lui, vous allez péter, vous allez péter l'unité, et en plus, après, c'est à vous de jouer.
Et surtout, l'adversaire ne peut pas vraiment vous tirer dessus. Donc là encore, on a vraiment des unités impactantes qui développent une certaine pression. On est toujours sur la même portée de menace, 17 avec une advance à 6. Donc c'est quand même assez brutal, je trouve. Donc ces 5 unités de Heiboon sont clairement le coup de poing de mon armée. Et je trouve qu'en avoir beaucoup, c'est quand même intéressant pour gagner ces trades. En fait, ma liste est basée sur le MSU. Et clairement, en termes de MSU, je vais avoir tendance à m'épuiser beaucoup moins vite que l'adversaire. Donc ça, c'est plutôt chouette à jouer. Et enfin, c'est pas terminé, puisqu'il me reste 3 unités d'enfants du chaos. Donc les enfants du chaos, pareil, je trouve que cette unité est c'est absolument dingue en fait. Quand vous voyez cette unité, ça vaut 65 points, soit le prix de 10 Ormagaunt. Et on a quelque chose qui a 4 PV, sauvegarde à 4, Fin-Open à 5. Donc Fin-Open à 4 quand on claque la bénédiction du Fin-Open. Les gars régènent à chaque phase de commandement de D3. Donc en fait, si vous n'en tuez pas un, il y a quand même de grandes chances qu'ils se régénèrent. Et en plus derrière, vous tapez dégâts 2. C'est-à-dire qu'en charge, vous faites 3 attaques plus D6. Vous faites 6 attaques plus 2 D6 pour une unité de 2. De force 7, PA-1 dégâts 2. Je trouve ça quand même très très bon marché pour ce que ça fait. Sans parler que ça a un mouvement de 8. Donc en plus, on pense toujours à Advance et Charge et compagnie. Donc c'est quand même des unités qui sont assez pénibles à gérer pour l'adversaire. Et qui en plus se débrouillent très bien en close. C'est-à-dire que cette unité-là, c'est pas de la boue sur laquelle l'adversaire va venir se cliquer, parce que là, il va clairement, s'il vous clique avec, je sais pas moi, des espèces marines pour se dire, allez, je prends l'objet, je charge, et puis je vole l'objet, il y a quand même de grandes chances que l'espèce marine disparaisse à la phase de charge, quoi. Donc moi, je trouve que ces unités sont extrêmement bonnes, et moi, je les utilise de la manière suivante, c'est que c'est mon premier assaut, c'est-à-dire que je les envoie sur les objectifs, et je demande à l'adversaire, voilà, gère-les, soit tu me les laisses sur les objets, et moi je scorerai mon primaire, et de toute façon la décision de la partie se fait sur le primaire en général. Ou alors tu tentes des trades, et franchement pour tuer cette unité là, en fait la réalité c'est qu'il va falloir bien souvent mettre beaucoup plus que 65 points, et ensuite il se rapproche avec ces unités impactantes, et moi derrière je le sanctionne avec les Heiboon qui arrivent derrière. Donc je trouve que vraiment les enfants du chaos dans cette légion sont extrêmement bons. Parce que le Fin-Open à 4 c'est franchement extraordinaire, le fait d'avoir autant d'attaques à force 7, dégâts 2, c'est vraiment extraordinaire. Et enfin dernière chose, en plus ces unités là sont des bêtes, donc en plus il y a très peu d'anti-bêtes dans le jeu, je ne sais même pas s'il y en a une seule d'ailleurs, donc ce qui veut dire que vous affranchissez de tout ce qui est anti-monstre, anti-véhicule, anti-infanterie. Vous avez quand même des figurines en du 5, 4 PV, donc franchement moi je les ai vus tanker des trucs absolument extraordinaires. Donc ces enfants du chaos sont vraiment très surprenants, même les fuseurs à courte portée, ça peut vraiment mal se passer pour votre adversaire, parce que en fait à 4 PV en Fin-Open à 4, littéralement vous avez 8 PV en fait. Donc c'est vraiment intéressant comme unité, donc moi je trouve que c'est franchement extraordinaire cette unité. Donc moi depuis que je joue World Eater, c'est par 3, parce que je trouve que c'est vraiment l'unité qui est vraiment une valeur sûre. Au niveau de la liste, vous voyez que je joue pas en rond, alors je m'appesantis un petit peu pour vous expliquer le pourquoi du comment. Au début, quand j'ai commencé à jouer, je me suis dit tiens, je vais tester en rond, il a l'air cool le fait qu'il revienne, etc. Quand je l'ai testé, j'étais quand même assez déçu. Alors c'était très marrant de jouer une figurine à PA-4 à force 16 je crois, parce que moi je connais pas non plus, je viens des tyrannines, ma force maximum c'est 9 sur une Nord. Donc, voilà, j'étais très surprise de cette espèce de boulet de démolition, je trouvais ça très chouette. Et en fait, plus j'ai testé, plus j'étais un petit peu déçu à plusieurs égards. Déjà, la première chose, c'est que c'est une unité qui vaut 420 points, donc à mon avis, il les vaut. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il les vaut à condition qu'ils reviennent. Parce qu'en fait, en gros, on a une faculté de repop assez stable. Enfin, stable. C'est-à-dire qu'il y a 30, je crois que j'avais fait le calcul, on m'a parlé des calculs. C'est aux alentours de 30% par jet à peu près pour qu'ils reviennent, avec les rerolls et compagnie. Donc on est clairement dans une chance sur 3 à chaque fois qu'il revient. Le problème, c'est que c'est pas stable. C'est-à-dire qu'en rond, vous allez vouloir l'envoyer au close, parce que clairement, une figurine comme ça, ça va au close. Et en général, dans la méta actuelle, qui est quand même très anti-véhicule, il va se faire tuer. Et c'est très compliqué de le rentabiliser en un seul trade, parce que forcément, vous allez l'envoyer, il va tuer quelque chose. Alors, il ne tuera pas des escouades de Terminator à 400 points, ça ne marchera pas. Donc, il tuera très bien des véhicules à 100, 150 points, peut-être 200 points. Mais après il va mourir. Et le problème c'est que du coup vous n'avez pas bien trade, vous avez échangé une ressource à 400 points, qui aura certes consommé des tirs après au tour adverse, mais qui n'aura pas tué réellement son coup en points.
L'autre problématique que j'avais, c'est que moi, je vous en ai parlé tout à l'heure, moi j'aime la stabilité. Et une figurine qui meurt et qui pourra revenir, mais c'est pas sûr, moi ça me gêne en fait. Dans ma manière de jouer, j'aime connaître les ressources qui me sont attribuées pour la partie et ne pas dépendre d'un jet de dés. Alors évidemment, si vous envoyez en rond T2 qui tue un truc, il revient T3, il retue un truc, il revient T4, c'est génial. Vous jouez à 2000, à 2500, 3000 points, c'est génial. Mais ça n'arrivera pas. Et en général, quand ça arrive, c'est cool, votre adversaire est un peu deg. En revanche, quand vous perdez T2 et qu'il ne revient pas, et que vous avez en plus essayé de le faire revenir en claquant des PC pour essayer de générer des bénédictions pour qu'il revienne et qu'il ne revient pas, en fait, ça vous gêne sur votre plan de jeu, vous manquez de prévision, enfin, vous n'avez pas la visibilité sur le courant de la partie, et moi, c'est quelque chose qui me gêne un peu. Donc objectivement, moi je l'ai retiré et depuis que je le retire, je trouve que ça marche beaucoup mieux. Donc c'est peut-être mon style de jeu, hein. Il y a pas mal de listes qui tournent avec Rangron. Moi j'avoue que je ne suis pas fan de ce truc-là, parce qu'il y a cet aléatoire de retour et objectivement, dans une armée World Eater, vous avez des Heibund qui tapent à peu près autant qu'Rangron, qui sont parfois même un peu plus résistants, parce que cachables, parce que projetables, etc. Là où Rangron va devoir tourner avec les décors, alors il a un mouvement très confortable, mais il sera beaucoup plus dur à exploiter que des Exalted. Donc moi j'ai fait le choix de ne pas le jouer, donc c'est la raison pour laquelle je ne le joue pas. On va donc maintenant parler du tournoi que j'ai fait avec cette liste-là, World Eater, au tournoi du MGWA. Donc c'est une association du côté de Cergy qui était active il y a quelques années, qui a été un petit peu mise en stand-by le temps de rénover leur salle et surtout de sortir de la période Covid. Donc ils avaient la bonne idée de proposer un tournoi à 5 rondes dans le nord-ouest de Paris. Donc c'était très cool, moi étant stationné à Saint-Germain, c'était très bien pour moi, j'étais à 20 minutes, donc c'était bien agréable de pouvoir faire un petit tournoi rapidos. Donc c'était un tournoi en 5 rondes, en plus ça je suis très contente, ça occupe le week-end, j'optimise. 5 parties, ça permet d'affronter un peu de tout. J'ai affronté des choses intéressantes d'un point de vue méta, que je n'avais pas encore complètement affronté, donc ça m'a permis de prendre de l'XP, donc c'était très bien. La première partie, c'était contre un joueur Black Templar, donc la liste vous l'avez à l'écran, c'est une liste basée très très fort sur de l'infanterie, 3 énormes packs, dont 2 de frères d'épée, donc c'est des sortes de Space Marine à 3 PV, qui tapent comme des mules, avec un pack de Terminator en fin open à 5, Hellbreach et un chaplain dans chacun des autres packs, une grosse trentaine, 40 châssis primaris globalement, donc là encore beaucoup d'OC2, les termites étaient OC2 également, donc voilà, une grosse liste d'infanterie, je tape plus fort, mais il tank mieux, je vais plus vite, donc ça m'aide quand même, parce que ça me permet d'engager le combat là où je veux. Lui bouge que de 6 voire de 5 avec les termites, donc ce que je me dis au début c'est que je vais capitaliser sur ma projection pour pouvoir trade, même si lui il a un stratagème pour fight on death sur du 3+, donc c'est à dire que je chasse bien souvent les trades que je vais faire, c'est des trades un petit peu à perdre parce que je vais tuer une unité mais je vais bien souvent perdre la BN. Donc en gros on tombe sur le scénario avec 3 objets au centre en déploiement marteau et enclume, donc avec beaucoup d'écart possiblement entre nous. On comprend tout de suite nos intentions, on se déploie tous les deux frontline, toute l'armée devant. Lui il n'avait pas de réserve, moi j'ai juste 3 octoliers en réserve. Globalement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre les objectifs au premier tour. J'ai le premier tour, donc j'envoie tout de suite 2 packs d'octoliers sur le paquet de frères d'épée qui contient le chaplain, donc Grimaldus. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore le fin open à 5 et je veux vraiment essayer d'en tuer le maximum avant le fin open à 5. Je vais un petit peu rebondir, oui, non, en partie parce que mes Heibund non exaltés vont faire un 1 à leur advance, et donc du coup je vais pas tenter de les envoyer, donc c'est les fameux 3 gars que vous voyez en bas sur l'objectif du bas, que je vais finalement laisser un petit peu sur l'objectif, et ils pourront pas amener leur full reroll, ou en tout cas leur reroll D1 moins à la blesse sur les octoliers qui vont être envoyés. Donc je rate un petit peu l'agression à ce niveau-là, mais j'envoie quand même les 2 packs d'octoliers pour faire du dégât tout de suite.
Je vais tuer la moitié du pack globalement et je vais perdre ensuite mes 2 packs d'Octoly. Donc c'est pas un très bon trade objectivement. Je pensais faire plus mal que ça. J'étais sur du 3+, 3+, et je pense que j'aurais dû taper avec la force 15 pour avoir... parce que du coup il a Armure of Contempt, ce qui lui permet de bien résister. J'ai pas tué suffisamment de personnes, il y avait du Fin Open et tout. Donc je loupe un peu ce premier trade initial. C'est un peu dommage. Maintenant j'ai quand même affaibli l'une de ces 3 grosses ressources. Donc ça c'est plutôt intéressant. L'image que vous voyez là, c'est à la fin donc, de mon T1. Donc vous voyez, j'ai impacté un pack avec mes octoliers. J'ai un pack qui est mort, le deuxième va mourir sur son tour sans grande difficulté. Je me pose sur les objets, lui avance, il n'y a pas de charge vraiment possible hormis mes octoliers que j'ai envoyés qui sont morts. Donc il se positionne comme ça sur les objets. Donc là, moi je commence à mettre un peu de primaire. Lui n'en met pas parce qu'en fait, au début de la partie, on fait tous les deux assez peu de primaire. On fait 5 je crois à chaque tour. Et globalement ça avance un petit peu dans ce genre-là. Hein. On est un petit peu... c'est un scénario qui est difficile pour scorer les primaires puisqu'il faut avoir des objets dans l'interland. Donc nécessairement face à des armées closes, on s'expose à des charges. Et l'objectif chez nous ne compte pas. Donc c'est quand même quelque chose d'assez agaçant de ce point de vue-là. Deuxième photo cette fois, là j'ai fait 2 photos, vous avez vu sur le match. Alors là on est au tour, donc à la fin de mon tour 2, c'est-à-dire que j'ai nettoyé les flancs, c'est-à-dire que là vraiment j'ai voulu, je me suis dit il faut surtout pas aller dans les Terminators parce qu'ils vont être beaucoup trop résistants, je vais pas pouvoir les tuer. Et puis derrière je vais envoyer mes berserks dessus, ça va rien faire. Donc je garde mes berserks dans les rhinos et je m'occupe de nettoyer le maximum de ces unités de primaris entre guillemets à 2 PV qui vont très mal vivre ma saturation au dégâts 2. Donc j'agresse avec des enfants du chaos, des Aiboun en haut, la même chose en bas. Je finis par tuer le paquet de Grimaldus ou quasiment. J'éclate, je crois, sur ce tour une trentaine de primaris et je laisse intactes les 2 dernières ressources de mon adversaire, à savoir des Terminators et un paquet de 10 frères d'épée avec Elbrecht. À ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre la décision, sachant que, notion importante, l'objectif du bas disparaissait au tour 5 et l'objectif du milieu disparaissait au tour 4. Donc la partie allait se centraliser sur l'objectif en haut où vous voyez un de mes personnages sur le Juggernaut. Donc à ce moment-là, je décide quoi? Je décide c'est lui qui décide plutôt, c'est pas tellement moi. Il envoie ses Terminators en haut à droite pour aller tuer mes enfants du chaos, mes Aiboun et mon personnage. Il décide de laisser mon rhino tranquille. Et il envoie les frères d'épée vers le bas où j'avais des Aiboun, où j'avais potentiellement des enfants du chaos, etc. Pour en fait marquer du primaire tout simplement. Et en fait ce qui va se passer c'est qu'il y a une charge à 9 à tenter avec mes enfants du chaos. Et d'ailleurs là j'ai un petit peu trixé, c'est-à-dire qu'il m'a chargé. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une intervention héroïque avec mes 2 enfants du chaos qui étaient sur l'objet, ce qui a fait que ça les a éloignés de la charge des frères d'épée. Et du coup, j'ai pu tuer Grimaldus sur son tour, parce que Grimaldus a chargé d'abord des Aiboun, mes enfants ont contre-chargé, ont tué Grimaldus, et surtout, derrière, il y a une charge à 9 qui décide de ne pas tenter, parce qu'il se dit, la charge à 9, si elle passe pas, c'est vraiment la purge. Donc il décide de faire une charge très simple à 3 sur mes Aiboun, mais du coup, j'ai encore 2 packs d'enfants du chaos relativement safe, et ça, c'est plutôt cool. Et donc à partir de là, il se sépare avec ces 2 gros packs. Le premier pack descend vers le bas, le pack de Terminator vient vers le haut. Il va finalement charger le rhino, mais de manière assez mal foutue, parce que forcément il faut des cohésions, etc. Donc en fait il va charger le rhino, il va rien lui faire, mais en fait il va avoir un cordon entre l'objectif du centre, mon rhino, et l'autre objectif. Donc il va perdre pas mal de Terminator ici, un petit peu éclaté pour la cohésion. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va me tuer mon personnage, et il va quand même pas mal rebondir sur les Aiboun et sur mes enfants du chaos en haut, parce qu'il touche qu'à 4, la reroll était ailleurs, je crois. Et donc voilà. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'après, on passe à mon tour 3, et là, je vais sortir Karn en haut, donc je vais reprendre les objets. Le pack avec mon Master of Execution va aller pulvériser la tronche de Elbrecht, donc là, je vais éclater ce flanc-là.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le reste de la partie, pareil, on ne le voit pas ici sur l'image, mais j'ai des Exalted Eiboon qui sont passés derrière et qui vont aller lui refaire le fondement, entre guillemets, parce que je vais aller éclater, même si le primaire, ça sert à rien de contrôler le primaire chez l'adversaire, mais en tout cas, je vais pouvoir capturer l'avant-poste ennemi, je vais pouvoir continuer à tuer des unités, et lui va se retrouver vraiment bloqué pour son secondaire, et c'est vraiment la finalité de cette partie, c'est ça, c'est qu'en éclatant tout son MSU, il s'est retrouvé en grande difficulté à la fois pour contrôler des objectifs, parce que malgré tout, il devait taper, mes unités étaient en général pas sur les objets, donc pour maximiser, il mettait des gens en contact, mais en même temps, il pouvait pas non plus prendre plus qu'un objet, sinon il perdait vraiment beaucoup de gens, et je vais, entre guillemets, un petit peu ruser, c'est que quand les Terminators vont avoir chargé l'objectif du haut, je vais vraiment charger à des endroits pour limiter l'impact en chargeant des Terminators blessés, par exemple, pour que ce soit lui qui meurt et qu'il n'y ait pas de réplique. Et en fait, de cette manière-là, je vais le grignoter complètement avec le reste, sachant que le pack du Master of Execution est vraiment immonde. Hein. Enfin, contre ce match-up-là, c'était vraiment à partir du moment où je lui avais tué Elbrecht, c'était terminé. S'il voulait venir là-dedans, c'était terminé. Donc ce pack-là va tuer le pack que vous voyez un petit peu au centre avec Elbrecht. Et ensuite, il va remonter à la fin de la partie au tour 4 et au tour 5 dans le paquet de Terminator. Et il va finir par quasiment tuer le pack complet, enlever la bannière qui apportait le Fin Open. Et donc je vais réussir à passer. Donc je vais finir à la fin de la partie à l'empêcher surtout de mettre ses 15 points de primaire, parce que le dernier objectif comptait 15, ce qui va m'assurer un gros delta en termes de primaire et de secondaire. Le primaire parce que j'ai bien réussi à le deny, notamment au début à rester dans la course, et surtout empêcher qu'il mette ses 15 à la fin de la partie. Et au secondaire, vu que très rapidement il a perdu ses unités de scoring, et qu'il avait quand même une liste assez obèse en termes d'unités, et bah la réalité c'est qu'il a beaucoup de mal à faire les secondaires, et très rapidement il se bloque la main, donc il va se retrouver à scorer très très mal ses secondaires en ayant un tirage pas ouf, mais en même temps, une fois qu'il y avait Storm Hostile et Overwhelming Force, bon bah globalement c'était des objectifs un peu chiants à faire. Donc il était bloqué, et donc je finis par gagner 19-1 cette partie sur un score de 69 à 23. Donc je crois qu'il a mis que 12 de primaire sur la partie, et quand moi j'en ai mis un petit peu plus de mémoire, j'ai dû mettre 25 points de primaire en mettant une quarantaine de secondaires dans ces eaux-là. Donc j'ai vraiment maîtrisé au niveau du primaire et au niveau du secondaire, et en jouant sur le fait qu'il n'arrive pas à contrôler plusieurs objets avec ses unités, parce qu'en fait en faisant ça, moi j'avais mes rhinos qui étaient au C2, qui venaient cliquer, qui venaient faire des charges de flanc, enfin des charges en coin pour vraiment obliger à ping sur le rhino et donc pas les ping sur autre chose. Enfin je l'ai vraiment gêné en micro-gestion de corps à corps, ce qui me permet de gagner largement cette partie. Mais c'était quand même un match qui n'était pas évident à mon sens, parce que le BT c'est costaud, hein, 3 PV, Fin Open, Armure of Contempt, les persos tapent fort, Elbrecht tape comme une masse. Les Terminators c'est très compliqué à gérer pour le World Eater, parce que l'Armure of Contempt fait que ça bien souvent vous restez sur une sauvegarde à 3, même le Master of Execution qui en général l'ouvre-boîte à tout. Malgré des full reroll de Blaze, j'ai tenté d'attraper des 6 pour faire de la Deva Wound. Je vais pas réussir à en faire tant que ça, et donc en fait mon adversaire va réussir à tanker assez bien. Alors il mourra en tour 4 ou 5, je vais lui faire assez mal, mais vraiment il a eu, je crois que mon Master of Execution a tué quelque chose comme 2 ou 3 termis seulement, alors que normalement ça peut vraiment être vraiment plus. Donc c'est surtout que sa bannière divisait les dégâts par 2, et avait un Fin Open à 5, donc le Master of Execution n'a pas réussi à la one shot une première fois, et donc j'ai eu du mal ensuite à péter les thermis, mais ça a fini par se faire au tour 5 en l'empêchant surtout de mettre ses 15 points de primaire. Donc je gagne cette partie là-dessus. Ça s'est joué clairement sur de la micro-gestion au corps à corps, où j'ai réussi à mieux exploiter, et puis surtout en fait, vu que sa liste était extrêmement obèse en termes d'unités, à partir du moment où il n'y avait plus d'unités satellites, tout ce qui était clean c'était devenu impossible. Tout ce qui était engage, c'était devenu très chiant aussi. Behind, j'en parle même pas. Téléportomer, j'en parle pas non plus. Enfin, tous ces objectifs étaient très durs pour lui à faire. Donc effectivement, s'il avait eu un peu plus d'unités satellites, un peu plus de scouts, il aurait sans doute pu capitaliser un peu plus sur le secondaire. Donc voilà, la liste était très imposante, et je pense que j'ai réussi à la gérer par couche, en enlevant les couches les unes après les autres. C'est ce qui m'a permis de gagner cette partie. On passe à la deuxième partie, où je suis appareillé contre un joueur Space Marine du Chaos. Donc là aussi, une liste relativement connue, avec 3 packs de Chosen avec un personnage à l'intérieur,
3 fois 2 Obliterator, 3 Euphéro-Centaurus, des Nurling, et ensuite des unités en réacteur dorsal pour faire du trade. Vous voyez la table, alors la table me plaît beaucoup parce qu'il y a en fait 3 énormes bloquants qui couvrent les objectifs. Donc en fait toute la stratégie va être de prendre l'objectif en haut avec des ressources et ensuite organiser une base d'assaut depuis la ruine en haut, au milieu de la table mais orientée vers la zone de déploiement de mon adversaire pour finalement réussir à aller deny son primaire et faire la même chose depuis ma base d'assaut chez moi sur mon objectif. Et en fait je vais faire ça toute la partie, c'est à dire que je vais me poser sur les objets en haut et ensuite je vais sécuriser mon primaire à 7 à tous les tours. Je crois jusqu'au tour. Je crois que je fais 7 tout le temps, il me semble, sauf à la fin où j'arrive à prendre son objet et donc je fais 13. Et lui, en fait, je vais lui deny en fait, complètement son primaire, c'est-à-dire qu'il va faire 2 au tour 2 et puis après il fera 0. Et en fait, il finira par un 7 de primaire au tour 5 parce qu'il arrive à reprendre forcément l'objectif en jouant en dernier. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? Globalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. La réalité, c'est que je l'ai vraiment trollé avec mes Fight on Death parce que chaque mec, chaque Aiboon qui tape, c'est potentiellement beaucoup de gens qui meurent. J'ai réussi, alors j'ai mal exécuté un move qui aurait pu me coûter assez cher. J'ai voulu cercueil un rhino et en fait à cause de grosses charges je l'ai trop cercueil et du coup mon adversaire a pu se barrer avec ses unités. En fait j'avais chargé avec les berserk, les Aiboon normaux et un pack d'exalted sur le rhino. Les exalted ont tué le rhino et ensuite je voulais que mes Aiboon tapent ensuite sur les chosen. Et malheureusement, j'ai un peu mal exécuté le truc, ce qui fait qu'il n'y a que le sergent qui a pu taper. Bon, alors, dans mon malheur, j'en ai tué 4 quand même, donc j'ai eu un peu de chance. Mais ça a été un peu embêtant. Le gros move qui a changé pas mal les choses, c'est que là, d'ailleurs, c'est juste là, c'est la fin de mon tour 2. Donc à mon tour 2, en fait, mes berserk avec Karn sont ceux que vous voyez à l'écran en bas. Et donc il va m'envoyer un pack de raptors pour venir me prendre l'objectif. Et il va tirer avec un Féro Centaurus full buff. Et il va me laisser le pack à Karn avec 2 mecs, ce qui fait que je vais faire un Blood Surge, un mouvement d'engagement avec Karn sur les Raptors. Et ensuite, il ne va pas avoir le choix que d'envoyer un pack de Chosen sur les squads de Karn pour taper, sinon je vais reprendre l'objet et je vais marquer surtout 12 points de primaire. Donc là, il n'a pas le choix de commit un pack de Chosen, et en fait, Karn va taper en mourant, il va littéralement éclater complètement le pack de Chosen. C'est-à-dire que je vais taper en 1 PC précision sur le personnage, je vais le tuer, et ensuite c'est du dégâts 3, et donc ça va sauter. Donc je saute complètement le pack de Chosen sur ce trade, en plus de faire un peu de dégâts sur les Raptors, je crois. Non, il garde les Raptors. Donc il garde quand même, il m'empêche de mettre... parce que évidemment mes filles sont mortes. Mais voilà, il a encore consommé une ressource. Sachant qu'un des packs de Chosen était quasiment mort. J'arrive à grignoter les oblites. Et c'est surtout dès le tour 3, j'arrive à venir chez lui, à venir contester son objet. Donc là encore, tour 3, pas de primaire. Tour 4, je refais la même chose. Et tour 5, je refais la même chose. Donc j'arrive vraiment à l'enfoncer très fort. Alors j'ai fini la partie, j'ai quasiment plus rien. Il me reste, je crois, 5 berserk, le Master of Execution, et globalement, je crois, un Lord Jugger, il me semble. Donc il joue vraiment à poil, mais je vais complètement deny son primaire toute la partie. Évidemment, moi, ça a été très bien, parce que j'ai eu mes secondaires qui se scoraient, parce que j'allais chez lui, je contrôlais des objets, je tuais des unités sur les objectifs, je tuais des assassinats, voilà, je faisais du ménage. J'ai réussi à attraper dans les Fight on Death, j'ai été un peu verni en réussissant à tuer des oblites avec un sergent Aiboon en Fight on Death. Enfin, j'ai réussi un peu à troller comme ça. Et globalement, de toute façon, la partie c'est clair, hein, c'est que moi mon secondaire était tout à fait, mon primaire était complètement sécurisé avec 7 points tous les tours, parce qu'il n'avait aucun moyen de vraiment venir me prendre l'objectif, celui qui était en haut là, que vous voyez complètement caché. Et en même temps, j'avais une bonne base pour venir nuller le sien depuis ma zone de déploiement. Donc ça, c'était quand même assez agréable. Je pense que mon adversaire a fait quelques erreurs malgré tout. Il avait quand même 3 paquets de 2 oblites qu'il aurait pu, à mon avis, mettre en faible pour vraiment me mettre une menace. Alors, je pense qu'il a aussi eu un peu peur. C'est toujours le risque. C'est que si on se met en Space Marine du Chaos sans une grosse puissance de feu au tour 1,
bah, si on prend un énorme rush, ça peut vite plier la partie, donc ça c'est aussi une chose à prendre en compte. Donc il a dû, je pense, avoir un peu peur, mais je pense qu'il a déployé vraiment ses ferros trop sécures, ce qui fait que j'avais vraiment moyen de me prémunir pendant... En gros, je tirais sur ce que j'engageais en close, donc ce qui était un trade en fait. Donc c'était à la fois un trade de ressources et un trade sur son primaire, donc j'acceptais de perdre des figurines derrière. Et après, si les bleus de search pouvaient passer, c'était gratos, hein, ça se prenait. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Je pense qu'il aurait eu mieux fait de mettre au moins un ferro en FEP, probablement 2 packs d'oblite, ou voire un en FEP aussi, pour me menacer justement sur mon objet en haut, que je ne sois pas, entre guillemets, safe avec juste un rhino en prise d'objet, et puis après j'envoyais de la revendication sur son objet. Donc ça m'a permis là de gagner. Donc je fais un 20-0 sur ce match-là, 90 à 32. Donc là c'est pareil, hein, c'est clairement le gros delta s'est fait sur le primaire. Hein. Je crois que mon adversaire met seulement 9 en primaire et donc bah, il met une quinzaine de points de secondaire derrière. Donc ça a très bien marché, l'armée a été hyper impactante. Le fait de Fight and Death avec Karn, c'était vraiment très chouette dans le pack de 10 parce qu'effectivement j'ai eu un peu de chance parce que c'est vrai que le Ferro, si c'était un peu excité qu'il avait ravagé complètement le pack de Berserk, bah, ça aurait pu être un petit peu compliqué. Là il se trouve que j'ai réussi à sauver 2 gars, du coup j'ai pu faire mon Blood Surge et contester du primaire et surtout tuer un pack de Chosen parce que clairement les Chosen c'est vraiment très très létal. Donc pouvoir en tuer un sur le tour de son adversaire, c'est quand même une grosse plus-value, même si ça me coûtait 10 berserk et Karn, je prenais largement. Donc voilà, victoire ici contre un SMC, le scénario m'avantageait, la table était franchement très bien, et le déploiement de mon adversaire, tout sur table, m'a permis vraiment de savoir où se trouveraient ses prochaines ressources au tour suivant. Alors évidemment, les oblites en tierce en ligne de vue m'ont fait assez mal, ils m'ont tué des rhinos, ils m'ont tué des highbound, mais globalement c'était ok, c'était prévu. Les enfants du chaos étaient assez chiants aussi pour lui. Alors il faisait pas spécialement de dégâts, mais c'était de la contestation, ça l'obligeait à mettre de la vraie ressource pour les tuer, parce que le Finnopen à 4 c'est quand même la grosse blague. Mention spéciale à un enfant du chaos qui a fait quelque chose comme, qui a pris 12 PV, et qui a perdu 3 PEV seulement en Finnopen à 4, donc c'était assez drôle. Enfin voilà, donc en tout cas les enfants du chaos, moi j'en suis assez fan, j'en avais déjà parlé. Je trouve que pour tenir les objets, c'est vraiment très chouette. Donc là encore, grosse plus-value. Ils ont contesté du primaire pendant pas mal de tours. Ils ont été tuer des raptors parce que ça marche très bien sur les raptors. Donc voilà, l'unité a bien marché. J'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Donc la grosse victoire, je ne cache pas, hein, le Space Marine du Chaos, c'est un match-up compliqué. Il y en aura un autre d'ailleurs en round 4, mais là voilà, j'ai réussi à bien m'en tirer, donc j'étais pas mécontente du tout de cette petite victoire 20-0. Et on attaque maintenant la dernière partie du samedi contre une liste 6 stars, donc basée sur plein de châssis. Alors 3 Predator 6 stars, Castigator, voilà, 2 Exorcistes, un Rhino, un Immolator, 2 fois 10 les fous là, avec leurs câbles, des persos, Morvenval et les Parangons, enfin voilà, la liste un petit peu habituelle, beaucoup de châssis. Alors je suis assez surprise, mon adversaire joue très agressif, c'est-à-dire qu'on est sur un scénario avec, on est en aube de, enfin avec le rond au centre, vous savez, à 18, et il met tout caché derrière son mur, ce qui fait que si j'ai le tour 1, c'est entre 2 et 3 véhicules qui sautent, et surtout je me clique sur les autres de manière à qu'ils puissent potentiellement pas désengager. Donc je me dis là, il prend quand même un sacré risque. Bon, il se trouve qu'il a le T1, donc ça a l'avantage. Qu'est-ce qui va se passer? Alors il va m'hyper agresser. Il va m'hyper agresser, c'est-à-dire qu'il va m'envoyer tout de suite un pack d'arco-flagellants sur mes Highbound, Exalted. Je n'en perds qu'un, donc j'accepte. Et ben en fait, ce qui va se passer, voilà, tout simplement, la partie va être assez claire, hein, c'est qu'en fait, il m'hyper agresse. Donc il me fait assez mal, hein, moi autour entre les exorcistes et tout, il m'a quand même bien meulé mes Highbound. Forcément mes Highbound je les ai envoyés sur les véhicules, donc j'ai des mêmes j'avais que du blindé en face, donc j'ai dû envoyer mes Highbound sur dessus. Certains ont pété directement des véhicules, d'autres non. Forcément derrière, les Sista débarquent, le lance-flamme de l'Immolator. Enfin, il me sort globalement tous mes Highbound quasiment, sauf un pack je crois. Enfin j'ai un pack de 3. Qui arrive en rapid ingress, et j'ai un pack de 2 qui est le restant de ceux qui avaient été engagés avec les arco-flagellants. Donc il me sort quand même 10 Highbound sur mon tour 2. Donc là je me dis ouais, ça va piquer un peu quand même.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, par contre, il est très proche de moi après. Et là, du coup, je sors les berserk, je sors le Master of Execution. Lui, il a sorti la Parangon et Morvenval pour venir au centre. Donc il m'a fait très mal, mais il s'est un petit peu trop avancé. Et du coup, moi, je vais lui faire un tour 2 absolument monstrueux, où je vais lui éclater, je crois, 4 châssis, 4 personnages, le pack de Morvenval avec les Parangons qui a pris le Master of Execution, dégâts 5, Devastating Wound, merci, bonsoir, hein. Clairement ça a fait voler le pack. J'éclate des véhicules avec les charges avec la charge en BM de l'ami Seigneur sur Juggernaut. J'éclate un véhicule, avec Karn, je tue les Sistas avec les persos dedans, et un véhicule. Enfin voilà, là globalement ce que vous voyez à l'écran, c'est la fin de mon tour 2. Donc en gros, vous voyez ce qu'il lui reste. Moi, il me reste encore mes 10 berserk. J'ai tué tous les personnages. Alors ça, c'était vraiment très bien. D'ailleurs, il fait une erreur, à mon sens. Il relève non pas Morvenval, mais il relève sa palatine que vous voyez en haut à droite, à côté de son char. Et en haut à gauche, pardon, à côté du Castigator. Et en fait, tout est rapidement cliqué, donc il est un peu embêté. Et puis donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une erreur, c'est qu'il va tirer ensuite à l'exorciste, non pardon, au Castigator sur mes berserk. Car il m'en tue pas mal, il m'en tue 5 je crois. Sauf que je vais Blood Surge et je vais engager sa palatine et je vais la tuer. Et en plus, je vais réussir à aller engager le Castigator. Donc en plus à son tour 2, 3, il fait une erreur à ce niveau-là, donc je lui tue à la fois sa palatine et son Castigator sur son tour 3. Et globalement, il va venir avec les séraphines cramer mon objo. Donc il va me contester un tour mon objo. Il va se bagarrer, hein, c'est un joueur qui était très très agréable, très sympa. Il s'est bagarré clairement jusqu'au bout. Il a essayé de me deny, il a essayé de faire ses actions. Il a joué assez finement en tuant mes véhicules quand il fallait, même si ça servait à rien pour scorer. Voilà, il a fait le boulot. Et ensuite, là, vous voyez bien, imaginez-vous sur mon objectif à moi, 10 Sistas de plus. Les véhicules vont se faire sauter très rapidement, il n'a plus rien. Et on est au tour 5, et moi je finis par, au tour 4, je finis par charger son exorciste qui est sur son objo, en faisant mes actions, en renvoyant en arrière mes 2 personnages sur Jugger pour nettoyer ce qui est venu chez moi. Et très rapidement, je charge avec les 2 packs de Berserk l'exorciste. Le premier pack avec le Master of Execution va tuer l'exorciste. Le deuxième va engager le pack de Sista derrière. Et donc je le table rase à la fin de mon tour 4. Donc on théorise le tour 5. On termine sur un 17-3, 95 à 58. Donc là, clairement, je pense que mon adversaire a... Alors la table, ça me permettait d'être complètement planqué au tour 1. Donc le tour 1 ne me gênait pas spécialement, mais je pense que si j'avais eu le tour 1, mon impact aurait été vraiment violent, parce que je pense que c'était un exorciste qui sautait, et probablement le Castigator également. Et ensuite, je me cliquais vraiment sur tous les véhicules que je pouvais, donc probablement entre 1 et 2 autres véhicules. J'aurais eu des tests de Battle Shock à faire, et si jamais il les ratait, là c'était catastrophe, parce qu'il aurait dû désengager des unités d'infanterie. Donc voilà, c'était vraiment le tien, et il a été il a pris un petit peu des risques à mon sens. Il a eu le tour 1, donc tant mieux pour lui. Mais par contre, au tour 2, il a continué à jouer l'agression, alors que je lui offrais pas énormément de ressources. Enfin, je lui offrais des highboons, etc. Mais clairement, il a avancé pour prendre le primaire. Il a aussi fait une chose assez curieuse, c'est que avec son Castigator en bas à droite, il a fait le choix de pas tirer pour brûler l'objectif. Alors là, j'ai pas trop compris, je pense que c'est une erreur, parce que du coup, après, moi, je me suis dit, ok, il n'y a plus d'objets, je m'en fous d'ici, je vais aller ailleurs. Bon, j'ai été ailleurs, mais j'ai quand même tué tout le monde. Donc, mais ça m'a empêché de mettre 15 je pense, 10 points de primaire. Mais par contre, lui en a fait perdre 5. Donc, donnant, je suis pas certaine que c'était le plus intéressant à faire. Mais globalement, voilà. Donc, clairement, là, c'était la violence, hein. Quand mon pack de Karn a été engagé, les Sistas avec les 2 personnages et un Immolator, ça a volé. Quand mon pack de Master of Execution a chargé dans Morvenval et les Parangons, ça a implosé. Ensuite, les Highboons qui me restaient ont fait quand même du gros ménage au centre. Donc non, ça a quand même fait ça a quand même fait beaucoup de taf. Là, vous voyez, hein, c'est la fin de mon tour 2. Dites-vous qu'au début de tour 1, je lui ai tué aucun véhicule. Si, je lui ai tué un exorciste au tour 1.
sur un exercice au tour 1. Donc dites-vous bien que là, sur ce tour-là, je lui sors un Rhino, 10 Sistar, un Immolator, un Castigator, le Rhino, donc je lui sors 4 châssis, je crois, Morvenval, Ephraim et Kiganil. Donc ouais, c'est vraiment un tour archi violent, ou alors derrière, après, il a vraiment beaucoup de mal en plus à gérer les berserks, et en plus il fait une erreur, il tire sur les berserks qui vont Bolt Surge et éclater les 2 unités qu'il avait laissées pour venir tuer mes berserks. Donc là, voilà, c'est un peu plié la game, je pense sans cette erreur, c'était peut-être un 14-6, 15-5. Mais oui, l'impact du World Eater est vraiment absolument... moi, ça m'éclate, franchement, je trouve ça tellement drôle. La violence, là, on a vraiment... j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas de... Je fais une petite aparté sur les tyrannides, mais des fois, sur le tyrannide, ben, quand vous avez 10 Terminator en face de vous, ou des parangons, ou des choses comme ça, vous dites, mais comment je gère ça, en fait? Au tir, bah, c'est de la 2+, à couvert. Au close, c'est quand même beaucoup de PV, de l'invue à 4. Enfin, si vous vous loupez, c'est du full reroll touche, full reroll bless. Bah, en World Eater, il n'y a pas de problème, quoi. Vous envoyez Master of Execution et cet homme-là fait tout. Donc, c'est voilà, c'est assez drôle à jouer. Et donc, ouais, je m'amuse bien. Donc là, je termine la première journée du tournoi. Je suis assez contente de moi. Et il me reste 2 parties, donc je me dis bah je vais probablement affronter de l'Eldar et du SMC parce que c'est les 2 concurrents directs et j'attaque donc le dimanche avec un SMC, c'est la partie qu'on va voir maintenant. On va donc parler de la partie contre Izanheim en SMC. Globalement, la liste est un petit peu mieux, je trouve, que la liste d'avant, parce qu'il y a moins de tirs, mais il y a un peu plus de punch sur la contestation, les raptors. Il y a des cultistes qui sont aussi assez gênants, pour devoir tous les tuer, c'est compliqué. Du coup, c'est quand même c'est OC 1 ou 2, je crois. Ça reste une unité qui est chiante pour le World Eater, parce que n'ayant pas de tir, il faut que je mette une vraie ressource pour la tuer, et vu que ça vaut rien. Et surtout, ça me bloque mes scouts, mes mouvements pré-game. Enfin, je veux dire par là que je peux pas agresser tour 1 avec une advance charge, un mouvement de 17, plus une advance 23. Enfin, je peux pas faire le gros viol direct tout droit. Donc en général, ce genre d'unité est plutôt salvatrice. La partie se déroule comment? Je vais commencer la partie, je vais décider d'envoyer un pack d'enfants du chaos sur des cultistes que je vais de mémoire pas tuer, je vais en laisser 2. Derrière, je vais me projeter sur les 2 objets latérales. Je vais envoyer à la fois un paquet de 3 Heybound sur l'objet en bas, un paquet de Heybound normaux plus le Rhino sur l'objet du haut. Et là, Izanheim va décider donc de venir contester. En fait, je l'oblige un peu, hein, parce que sinon je vais mettre 15 de primaire. Donc je l'oblige un peu à réagir, à commit au moins des ressources sur 2 objets pour au moins m'empêcher de mettre 15. Il va décider de reprendre les 3 objets, donc il va commit beaucoup de choses. Il va décider d'envoyer ses Chosen à la fois sur mon Rhino pour le tuer, et puis derrière un autre pack sur les Exalted, les Heybound pardon, normaux en haut, pour me tuer le Rhino et me tuer les Chosen, les Heybound pardon. Et du coup, bah, moi, que j'ai 2 paquets de 5 Chosen à gérer avec finalement 10 Berserk, donc c'était quand même pas fait. Et ensuite, il me conteste, il organise un contest de l'objet en bas, et l'objet au centre, il le reprend avec les cultistes en tuant mes enfants du chaos. On attaque mon tour 2, donc là je vais lui prendre globalement ce qu'il m'a envoyé. Chose à noter, c'est qu'il s'est un peu déchiré sur les Heybound, du coup il va laisser le chef à un PV, et le chef à un PV va lui tuer 3 Heybound je crois, et à l'explosion du Rhino, je vais perdre un petit peu de figurines, mais globalement pas grand chose. Et lui surtout va perdre un Chosen. Donc globalement son trade qui était plutôt une bonne chose de tuer le Rhino, tuer les Heybound et me mettre 10 Chosen devant le coin du nez avec 10 Berserk et le Master of Execution à tuer, bah finalement marche pas trop parce que j'ai plus que un Lord du Chaos et un Chosen dans un pack, et 5 Chosen et un Lord dans un autre. Et du coup, bon, bah, ce qui va se passer, c'est que je vais envoyer les enfants du chaos et un pack de 5 sur le Lord et sur le gars tout seul, ça va les tuer. Et le Master of Execution va pulvériser le pack de Chosen avec le personnage. Donc je vais réussir à sortir ces deux paquets de Chosen. Je vais également lui tuer ses cultistes, je vais lui tuer le paquet de Raptor qui était venu. Et je vais lui envoyer dans le coin du nez, je lui tue un Rhino et je vais contacter avec mes choses, avec
des Heybound, le paquet de 10 Chosen, et je vais tuer, je crois, 4 ou 5 Fig. Donc ça lui met assez mal, ça le met assez mal parce que du coup je lui tue 15 Chosen sur un tour, plus pas mal d'unités de scoring, donc ça c'est plutôt bienvenu pour moi parce que du coup c'est des points des unités létales qui disparaissent nettement. À son tour il va me nettoyer tout ce qui est venu chez lui, hein, globalement les deux paquets de Heybound Exalted, d'ailleurs il y en a un qui a raté sa charge à 7 reroll sur le Ferro, donc dommage. Donc il va me tuer mes Heybound à ce niveau-là, il va faire venir les Oblites, il va faire venir un Ferro, donc il va tuer tout ça hein, sans aucun problème. Il va louper l'Invocatus, il fait arriver ses Oblites, il tire sur le Rhino, il le tue. Et pendant mon tour, il a fait Rapid Ingress un paquet de Raptor qui est dans mon Ogjo, donc il va me voler mon Ogjo chez moi. Mais ça, je pouvais difficilement l'éviter parce que en réalité, on n'a pas beaucoup de screen, donc... J'aurais pu l'éviter sans doute, mais ça m'exposait à des tirs directs, donc j'avais pas envie, donc tant pis. Donc il me met à 5 de primaire à mon tour 3, donc là encore c'est un petit peu... voilà, on se tient sur le primaire, globalement il est un petit peu en avance sur le début de partie, et on se tient sur le secondaire, mais la réalité c'est que là il a commit beaucoup de ressources, donc à mon tour 3 je vais lui sortir ces unités qui sont venues chez moi, donc un paquet de Warp Talon qui était venu pour me contester mon Ogjo, un autre qui faisait cleanse au centre. Les unités de Raptor étaient venues faire du cleanse aussi. Enfin, globalement, je lui nettoie un peu tout. En gros, à la fin de mon tour 3, il n'a plus que un paquet de Chosen, un Ferro et 2 Ferro, c'est ça. 2 Ferro et un paquet de Chosen. Et du coup, je vais lui tuer les Oblites avec Karn, je vais lui tuer le Rhino au centre, je vais lui sortir tout son scoring et il va jouer finalement avec 2 Ferro et un pack de Chosen. Il va me faire encore un petit peu mal, il va me tuer quelques unités et au tour 4 je vais le tabler. Et donc on se dirige tranquillement vers un tour 4 à blanc pour lui et un tour 5 à blanc pour lui. Et moi je tape en plus des secondaires assez simples à faire, donc je fais 10-10 à la fin et surtout 15 points. Donc je remonte très fort sur la fin de partie. Et ça se termine sur un 90 à 46, donc un 18-2 pour moi. Donc globalement, c'est la table rase au tour 4, donc il n'a pas joué pendant 2 tours, donc ça plie vraiment le scoring. On s'était bien accroché au début, mais je lui ai pris trop de ressources et après rapidement il a joué en Phoenix, il a joué Téléport Homer et Cleanse. Et donc une fois qu'il avait plus de Rhino, qu'il avait plus de Raptor, en fait il se retrouvait à plus pouvoir faire ses actions, donc en fait il a scoré assez facilement ses points, c'est une quarantaine de points globalement, tour 1, tour 2. Mais derrière, malheureusement, il s'écroule très rapidement parce qu'une fois que je le tape, c'est fini. Et donc je remonte très fort sur la fin de partie. Donc je termine sur un 18-2. À la fin de la round 4, je m'aperçois que j'ai de très grandes chances de gagner le tournoi. Pourquoi? Parce que même si je perds ma dernière partie 20-0, il faut que mon concurrent direct, que j'ai battu en le SMC d'avant, fasse 20-0 lui-même pour passer premier. Donc on est quand même dans une aléatoire assez peu probable, mais je me dis il faut que je gagne la dernière parce que c'est quand même mieux d'être invaincu sur un tournoi. Et donc c'est la partie contre le GK que je vais vous présenter maintenant. On attaque donc la partie contre le GK. Alors, j'avais jamais affronté le GK en V10 encore, donc c'était un premier test. Au niveau de sa liste, c'était une liste assez commune de ce que j'ai pu voir. 2 Librarian dans Determinator, Drago dans Determinator. Donc il y avait 2 paquets de Terminator et un paquet de Paladin, des mecs en lance-flamme, 2 Nemesis Drake Knight, un Tech Marine, 5 strikes et je crois que je n'ai rien oublié. Donc en gros c'était des gros packs de Terminator avec un paquet de Paladin. C'est assez chiant parce que c'est beaucoup d'OC, il y a de l'invu, c'est 3 PV, c'est de la 2+ de save partout avec une armure of quantum, t'as un PC. Donc là c'est dangereux parce qu'effectivement ce match là c'est la létalité, je peux rebondir et pour le coup, même si je tape beaucoup plus fort, derrière il est assez résistant, donc je peux me louper. Je fais aussi attention à cette mécanique où il peut renvoyer des unités quand je m'approche, donc là aussi il peut renvoyer 4 unités par tour littéralement, c'est vraiment beaucoup, il peut rejouer vraiment des flancs refusés, etc. Donc je me dis qu'il faut que je joue très agressif pour l'asphyxier finalement.
Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais avoir le terrain là aussi, et je vais faire un move avec des Exalted pour qu'il crame son retour en FEP. Donc il va commencer son tour 1 avec simplement un PC. Et en gros, ce que je vais organiser, c'est d'étouffer son primaire. C'est-à-dire que je vais occuper les objets avec les enfants du chaos. Je vais envoyer, donc au tour 1, j'envoie juste un pack de Heiboon pour le gêner. Et en fait, au tour 2, je vais lui rentrer dedans avec quasiment tout. Je vais pas mal rebondir objectivement. Le pack de Berserk avec Karn tue simplement le pack de Terminator normal et loupe le Librarian. Donc en fait, il garde son appétence à faire de la BM. Et surtout, moi, je voulais me désengager pour que derrière, s'il me tire dessus, je venais cliquer tout. Donc là, c'était vraiment endgame. Donc je rebondis un peu. L'armure of contempt me gêne un peu. Le fait que ce soit des mecs en 2+, la PA-1 des Berserk n'aide pas. J'avais claqué le plus un bless ailleurs, ce qui aurait été peut-être, je pense, un peu plus judicieux de le claquer sur les termines, mais je pensais vraiment les sortir, avec Karn qui fait du dégât 3, etc. Il se trouve que je ne l'ai pas fait. La partie, globalement, on se met une grosse mêlée au centre, vous le voyez. Il y a un fait de jeu qui est pas mal intéressant pour moi, c'est que je vais aussi péter les Nemesis Drake Knight avec le Master of Execution et des Heibound, et du coup je vais me désengager avec les Berserk. Et donc en fait là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mouvement de... Il va me tirer dessus, il va me tuer une unité, je vais pouvoir faire un mouvement. Je fais que 1 malheureusement, donc je l'engage pas. Ça l'aurait empêché de charger, du coup tant pis. Il me charge, et il me charge que les Heiboon. Et du coup je vais faire pour 2 PC avec le paquet de Berserk du Master of Execution qui fight first. Je vais faire une intervention héroïque en gros. Et je vais pouvoir engager sur son tour son unité de Terminator. Donc en gros, dans mon malheur, je l'agresse très fort. Mais à son tour 2, il perd pas mal de ressources, parce que je fight first avec tout, j'ai Karn qui tape en mourant, qui retue un paquet de Terminator. Donc on s'échange vraiment des ressources au centre. En gros, il me tue mes 2 paquets de Berserk, mon paquet de Heibound, et en fait, lui, il lui reste des paladins. Et en fait, il va décider de partir. Et je pense que là, c'est une petite erreur qu'il fait, c'est qu'il décide de... Avec Drago, il vient pour prendre l'objet chez moi. Enfin, on ne le voit pas, mais il est derrière la grosse ruine à gauche de l'image pour reprendre l'objet. Et en fait, je pense qu'il aurait mieux fait de mettre Drago chez lui, pour assurer son objet chez lui et puis nettoyer tout ce qui venait. Ce qui fait qu'en fait, Drago, il a passé quasiment 3 tours de la game sur un objet. Et en fait, du coup, moi j'ai pu enfoncer chez lui complètement, tout tuer, et ensuite me poser sur les objets pour qu'il ne puisse pas, après, au tour, à la fin de la partie, remettre vraiment des points. En tout cas, je l'ai vraiment asphyxié au primaire assez fort. Au niveau des secondaires, il a très très bien scoré, parce que c'est compliqué pour empêcher un GK de scorer. Alors lui aussi se fait quasiment... Alors il ne se fait pas tabler, parce qu'il reste Drago à la fin. Mais il tire des objectifs à la fin de kill et il n'arrive pas à les tuer, donc en fait il rebondit sur la fin. Mais il a quand même bien scoré, parce que le scénario fait qu'il fait quasiment... Alors il fait que 5 de primaire à tous les tours, parce qu'évidemment il se barre à chaque fois, donc c'est bien, il peut venir me contester et s'en aller après. Mais la réalité, c'est que du coup il prend pas le primaire non plus, donc il a essayé de limiter mon primaire à moi, mais en même temps lui ne scorait pas. Donc la différence s'est fait principalement sur le primaire malgré tout, parce que moi j'ai fait 10, 10, 10, 10, 10, donc je fais 40. Et lui il va faire, il me semble, que 20 de primaire. Donc on termine la partie sur un 87 à 60, donc ça fait un 15-5 pour moi. Globalement, que penser de cette partie? Je pense que... Alors il y a eu des jets très très what the fuck sur cette game, vraiment. Du genre mon Master of Execution qui fait 5 tuple 1, 5 tuple 2 sur ses attaques, du coup il tape pas très bien. Karn qui tape à force 6, et du coup je m'embrouille un peu. Je pensais que je laissais à 4 les Terminators, mais en fait les Terminators ils ont pas rendu 6. C'était parce que les paladins avaient un -1 bless, que du coup je le blessais mieux. Enfin, je me suis embrouillé. Du coup, bon, j'ai un peu manqué de punch à ce niveau-là, mais je finis par l'étouffer en fait. Ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas le bon choix. C'est soit il reste chez lui et je score les primaires, soit il vient et puis il joue mon jeu. J'arrive aussi avec finalement les persos sur Juggernaut à conserver des objets en 2+, donc là c'est très très dur pour lui pour les tuer. Donc ouais, non, la partie est compliquée.
Je vois pas trop bien ce qu'il aurait pu faire. Alors, je pense qu'il faut pas faire n'importe quoi parce qu'on peut vraiment se faire dépolariser complètement une partie avec les GK, hein, ils renvoient 4 unités. Je veux dire, c'est vraiment énorme. 3 à la fin de votre tour et 3 et une de plus quand vous avancez à 9 de lui. Donc ça marche quand même très très bien. En plus, à la fin du tour, je fais un tour magistral où en gros je fais un 13 de primaire et 10 de non, 13 de secondaire et 10 de primaire parce que je chope capturer l'avant-poste ennemi et ARL deny vu qu'il est plus pas sur les objets. Bon, en fait, c'est vraiment gratos pour moi. Donc je creuse l'écart sur le tour 4 et le tour 5. Et donc c'est ce qui me permet du coup de mettre un gros delta. Mais voilà, il a quand même eu vraiment pas mal de ressources pour faire son scoring. Au final, c'est vrai qu'il est que force 6 avec la plupart de ses armes, donc mon endu 6 sur les Boon l'oblige vraiment à... Bah, c'est jamais très stable en fait. Dès que j'ai de l'invu et du fin open derrière, il est vraiment pas certain de tuer mes unités. Et à l'inverse, moi quand je vais lui taper dessus, c'est vraiment brutal. Donc voilà, la partie était chouette. Je pense qu'il a fait une erreur avec son pack de Drago. Au lieu de l'envoyer chez moi, de le laisser chez moi pour essayer d'agresser mon objet, tenter une charge à 9, il aurait mieux fait de le faire arriver chez lui où il y avait la grosse bataille pour finalement en fait, conserver son objet au moins toute la partie. Et surtout m'empêcher de mettre capturer l'avant-poste ennemi. J'aurais pas pu clairement tuer un autre pack de thermie avec les ressources qui me restaient au centre. Donc voilà, ça veut dire qu'au moins, voilà, il a voulu, je pense, m'enfoncer. Quand il avait encore pas mal de Terminators, il pensait que ça suffirait, mais il avait, je pense, mal anticipé le Fight and Death de Karn, le Fight First du Master of Execution. Donc voilà, j'avais encore de la ressource, j'allais lui retirer vraiment des ressources sur son tour, et je pense que c'est ça qu'il n'a pas vu. Et du coup, c'est pour ça qu'il dépolarise avec Drago, et c'est ce qui me permet d'enfoncer après sur mon tour 3 et 4. Et du coup, après, c'est trop tard, il ne peut plus revenir sur le jeu. Et du coup, malheureusement pour lui, il est bloqué. Ce qui explique la fin de partie. Donc 15-5 sur la fin. Donc ça m'assure la victoire à ce tournoi, puisque je suis la seule à 5 victoires. 5 grosses victoires en plus. Hein, c'est mon match 15-5, c'est le plus petit score que je fais. Donc c'était un tournoi très sympa. Clairement, que penser des World Eaters? Alors maintenant que je vous ai parlé de la liste, que je vous ai parlé du tournoi, je pense que c'est beaucoup plus dans mon identité de jeu, clairement, de jouer agressif, même si je pense qu'il ne faut pas jouer full YOLO tout droit. Ça reste quand même un jeu où faut jouer vraiment au cordeau parce que c'est des ressources qui sont chères, il ne faut pas se permettre de perdre des unités gratuitement, donc faut jouer vraiment sécure. Par contre, c'est très très brutal. J'aime vraiment beaucoup cet Advance Assist qui est stable en fait. Vous savez, quand vous bougez, vous engagez des ressources de manière certaine. Vous pouvez appuyer avec des unités qui sont vraiment très très létales. Le pack de 10 Berserk avec Karn est vraiment très très fort, je trouve. Le Master of Execution est vraiment chouette aussi avec ses grosses attaques. Je me demande même si je vais pas à terme regrouper les deux escouades de 5 Berserk en une seule. Parce que le fait qu'il soit 10, du coup, ça veut dire que mon adversaire doit mettre vraiment beaucoup de ressources avant de finir le pack du Master of Execution. Donc ça peut vraiment faire des endgames, en fait, vraiment, avec les 20 berserkers qui sont devant lui. Et si le gars ne peut pas gérer tout, en fait, il ne peut pas les tuer au tir. Il doit aller au close. S'il va au close, je peux intervention sur un premier pack. Enfin, c'est vraiment compliqué pour lui, à mon avis. C'est vraiment important d'avoir, je pense, beaucoup de body pour protéger ces deux gros persos de close. Donc voilà, c'est une piste de d'évolution que j'envisage parce qu'effectivement, les 5 berserk à poil, ça tape un peu, mais c'est pas non plus hyper létal, je trouve. Alors que le paquet de 10, c'est quand même très très létal et surtout, en fait, c'est un chausson pour Karn et pour le Master of Execution qui tape quand même comme des sourds. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est peut-être le rétexte que j'ai sur cette partie, c'est de pouvoir avoir des packs de berserk beaucoup plus tanky. Par leur nombre pour pouvoir vraiment absorber très fort et puis faire vraiment des zones de repousse avec les bouts de serge. Quand on me tire dessus, je peux avancer. Donc quand vous avez 20 gars comme ça, dès que vous faites tirer dessus, vous ravancez. Pour l'adversaire, ça peut vraiment être dur à gérer, ça peut vraiment faire des gros dilemmes. Donc peut-être une petite évolution dans ce sens-là au niveau de cette liste. Voilà, donc je termine le tournoi à la première place. J'ai gagné un crâne avec le trophée, donc c'est marrant, ça m'a fait rigoler. Merci au FGWA pour le tournoi, c'était très cool. C'était un petit tournoi, on était 19 je crois.
Donc on n'était pas beaucoup, ça explique aussi pourquoi dès que j'avais 4 victoires et qu'il y avait eu des nuls un peu partout, j'étais quasiment sûr d'avoir la victoire. Mais j'avais envie de gagner mes 5 parties, de prendre de l'XP, donc ça a été pleinement réussi, hein. J'ai affronté finalement quasiment que des armées que je n'avais pas affrontées sur TTS finalement, hormis le SM pardon, et encore le SM, j'ai affronté un Black Templar qui était un peu particulier, donc c'était intéressant. La liste tourne bien, avoir la data slide, je trouve ça quand même assez fort quand même le World Eater. Je serais pas surprise que ça prenne un peu en point. Parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont vraiment brutales. Alors, si le World Eater prend en point, ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait d'autres qui prennent aussi, hein. Il ne s'agit pas juste de prendre en point et on laisse l'Eldar, le SMC tranquillou. Mais je pense qu'objectivement, c'est une armée qui pourrait prendre un peu en point encore et rester compétitive. En tout cas, moi, je m'amuse beaucoup. L'autre conclusion de ce week-end, c'est que, effectivement, quand je joue une armée qui me correspond mieux, ça a tendance à mieux marcher. Donc, ça, c'est bien. Je suis assez contente. Donc, voilà. En tout cas, tournoi très sympa. Si vous habitez du côté de Cergy-Pontoise, dans le 95, n'hésitez pas à prendre contact avec l'association de la MGWA. Parce que franchement c'est cool, en plus dans le nord de Paris comme ça il n'y a pas trop de tournois à ma connaissance, donc c'est plutôt chouette. Donc écoutez, voilà, c'est la fin pour cette vidéo. J'ai fait liste et tournoi dans une seule vidéo pour gagner un peu de temps sur le montage et puis pour avoir une vidéo un peu plus qui explique un peu toute la construction de la liste et en même temps l'application de celle-ci sur table. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des bisous et à très bientôt tout le monde, bye bye.